avait un petit quart d'heure de retard, histoire de mettre un peu tout ça en forme. Bonjour, bienvenue pour cette deuxième épisode de Nanomag. Vous voyez, on est dans un nouvel environnement avec une nouvelle charte graphique. Voilà, mais on va garder le principe, apporter du débat, apporter de la discussion. C'est ça qui nous semble important. Et évidemment, pour cette deuxième, je serai toujours en compagnie des personnes qui nous accueillent sur le live. J'ai bien évidemment parlé de Suri. Bonsoir Suri. Il va falloir que tu te démutes, Suri. Attention, ça va être important. Il va falloir se démute, les amis. Voilà. Bonsoir à Tao et bonsoir tout le monde et désolé pour ce petit détail technique. C'est un petit détail technique, mais c'est pas très grave. Voilà. En tout cas, Suri qui est avec nous pour la chronique. Et on va avoir également le deuxième host de Watch Lab. C'est bien évidemment Wisher. Bonsoir Wisher. Bonsoir à Tao et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette seconde de Nanomag. Oui, la seconde de Nanomag, voilà, avec des petits changements, vous le verrez tout au long de cette émission. Et on va bien évidemment parler de notre invité qui est mentionné dans nos tweets, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais par contre, sur les Discords spécialisés, sur la scène, il commence à faire son petit bout de chemin. Il était d'abord sur la scène française, on l'avait vu notamment à la fin de l'année 2017 à la RGF avec l'équipe Manticore. Il s'est ensuite formé sur quelque chose de plus dur, de plus compliqué, c'est la scène européenne. On connaît le niveau de cette scène européenne et il a monté petit à petit et il a participé aux Contenders Trials cette saison juste pour l'accession aux Contenders de saison 2. Malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre ces Contenders, mais ça laisse quand même de bons augures pour la suite. Et il est avec nous ce soir, coach et analyste, le Renégat. Bonsoir le Renégat. Salut. Salut Tu tout vas le bien? monde. Ça va. Ça va, écoute, bon voilà. Il n'a pas trouvé de caméra. Voilà, on fait de la défaite. Voilà. Bon, il n'a pas trouvé de caméra, mais bon, il y a quand même une belle photo en noir et blanc, et ça, c'est ce qui nous suffira. L'important, c'est ce que tu vas nous dire. Voilà. De la RGF d'ailleurs. De la RGF en plus, de la RGF. Voilà, si vous voyez bien, il y a une barbe qui dépasse et c'est la mienne. Voilà, donc voilà, on sait on était en pleine discussion. Mais voilà. Alors, ça sera notre invité pour cette émission. On va également vous parler du sommaire. De quoi allons-nous parler? Parce qu'il y a 2 semaines, il y a eu des choses qui se sont passées en 2 semaines. Vous le savez, vous n'avez pas loupé non plus cette émission. On va avoir donc l'image du jour. Forcément, qu'est-ce qui nous a marqué sur les 2 semaines qui viennent de se dérouler? On va avoir ensuite l'actualité de la scène qui va nous être présentée, enfin l'actualité d'abord d'Overwatch qui va nous être présentée par Wisher. On va parler de Brigitte, le nouveau personnage suédois. On va ensuite aller sur l'Overwatch eSport. On va parler des Français, voilà, et notamment d'AKM. J'en dis pas plus, je laisserai Suri s'en charger. Ensuite, on va parler des Contenders qui vont démarrer ce week-end, donc dimanche et lundi, donc aussi avec les Eagle Gaming. On aura l'occasion de parler de ça. Et pour terminer, on aura évidemment notre chapitre sur l'Overwatch League et on aura l'occasion de discuter du début tonitruant de Seoul Dynasty. Voilà, c'est le programme de notre émission. On va rester ensemble entre 1h15, 1h30, voilà, sur de la discussion sur qu'est-ce qui nous a marqué pendant cette semaine Overwatch. On va commencer donc cette émission par l'image du jour. Et l'image du jour, on va commencer par celle de notre invité qui est donc le Renégat. Le Renégat, tu avais décidé de nous parler de Blizzard World, cette nouvelle carte qui vient de sortir cette semaine sur le live et plus particulièrement sur les ranked. Et là, tu nous as montré 3 petites images pour nous parler, nous détailler un petit peu cette nouvelle map. Oui, exactement. Vu qu'elle est sortie récemment, je me suis dit que ce serait un point intéressant, vu que les joueurs commencent à la jouer, de comprendre quelque chose sur la plupart des checkpoints et comment elle fonctionne. Elle est assez simple à comprendre, je pense. Elle est assez intuitive, sauf peut-être le deuxième point. Enfin bref, du coup, je vais commencer par le premier point, sur lequel on a justement beaucoup de high ground, en fait, beaucoup de top, qui vont être très importants à utiliser. Sur le top, par exemple, vous avez sur le top de la maison bleue sur la gauche, qui va avoir justement une très bonne vue sur le choke. Que, à mon avis, beaucoup de gens en ranked se sont dit que ce serait très important de l'avoir. Mais ce qui est assez intéressant, ça ressemble un peu à Kenval dans la façon dont on la joue, c'est que d'accord, il a un très très bon visu sur le top, sur le choke, mais il y a un très mauvais visu sur ce qui va être au niveau de l'objectif, etc. Donc du coup, on va devoir souvent prendre la première agression sur le premier top et devoir repartir sur un deuxième. Et ça va être assez important en enquête de comprendre ça quand on est des joueurs de backline, tout ce qui va être Zenyatta, support ou des personnages à peu de mobilité comme Soldier ou McCree. Si vous voulez vous setup sur ce premier top, il va soit falloir être capable avec ces tanks de les garder très très proches du choke, soit être capable de directement
back sur l'objectif avec par exemple l'utilisation des points 2 et 3 sur le top. C'est ce qui va faire vraiment que vous êtes capable de jouer avec le terrain au niveau de la map, sachant que les specs en plus sont pas si faciles que ça à atteindre, ils sont souvent très d'ailleurs on les voit même pas sur l'image parce qu'ils sont souvent très loin les uns des autres. Donc c'est D'accord. vraiment, il faut jouer sur les tops le plus possible, surtout que c'est pas des tops difficiles à dive, donc il faut faire gaffe à être D'accord. toujours le plus mobile possible. Sur le donc ça c'est pour le premier point, c'est assez D'accord, intuitif. c'est le premier Mais point, sur le deuxième point du coup, on a quelque chose qui est très nouveau au niveau des maps, c'est que actuellement le spawn de Blizzard World sur le second point est très proche de la fin du checkpoint. On le voit en bas à droite de l'image et on a du coup la possibilité vraiment de la jouer comme un 2CP en termes au niveau de la défense. Du coup, quand on est en attaque, on va avoir cette possibilité et ce devoir même de garder du coup une position forte pendant très longtemps parce qu'on va souvent faire des teamfights assez longs. D'ailleurs en enquête de ce que j'ai pu voir c'est on a du mal à, alors quand les équipes sont assez équilibrées on a du mal à passer ce second checkpoint que ce soit en attaque etc. Et donc du coup je voulais parler de deux trois points qui sont très clés. Alors évidemment il y a les hauteurs à garder on va avoir la tourelle que j'ai mis en surveillance au niveau du 1 qui est extrêmement importante, on peut se tenir dessus, je pense que tout le monde l'avait compris, mais surtout quand on est en attaque, ça va être extrêmement important de placer quelque chose ici comme une Widow et de jouer autour de ça parce que ça va vous permettre d'avoir la vision sur tous les tops parce que c'est le plus haut endroit de la carte où on peut se placer. Et au niveau de la défense, en fait, c'est extrêmement dur de briser la ligne de vue quand on se place là. Au niveau de toute la revenue. D'ailleurs, on voit jusqu'au spawn avec la Widow, hein. Elle peut carrément spawn kill alors qu'elle est elle aussi juste à côté de son spawn. Et donc quand on va avoir cet avantage là, qui va nous permettre de prendre le top, on va repartir du coup sur la seconde partie du checkpoint, avec le petit numéro 2 qui est en bas à gauche là. Et cette place là par exemple va être extrêmement important à la fois à clear et à garder quand on a une backline qui est assez forte. Et donc du coup ça joue beaucoup de tout ce qui va être counter dive etc sur l'attaque, avec des appâts, des baits et la possibilité du coup de garder la place fortement. La deep dive va avoir beaucoup plus de mal sur ce genre de map parce que ça s'effrite très rapidement au niveau du sustain. Voilà. D'accord, donc ça c'est la deuxième partie de la carte. C'est ça. Donc on risque de voir. D'accord, donc encore vraiment des positions en hauteur qui sont encore très importantes. Ok, et aussi la troisième partie de carte cette fois-ci, le Renégat. Exactement. Alors elle est très fermée, ça ressemble beaucoup à une King's Row quand on la regarde. Beaucoup de gens se sont dit que ça se ressemblait parce qu'on a la possibilité. On peut tomber, il y a des petits high ground sur les côtés et on a une longue zone comme ça. Mais en fait, elle est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, c'est peut-être la partie la plus complexe de la carte et même encore actuellement, elle est assez récente et personnellement, je serais pas capable de donner des stratégies qui fonctionnent à tous les coups sur ce genre de carte. Alors j'ai mis quelques flèches justement parce que j'ai pas pu avoir la carte en entière sur une seule image. On a beaucoup d'endroits de flanc qui sont sur la gauche avec la flèche à gauche. Et à mon avis, une bonne équipe sera capable de l'utiliser. Il faut vraiment comprendre que vu qu'on n'a pas l'objectif qui vous suit dans ces zones de flanc, on risque d'avoir beaucoup de fights qui vont pas forcément être visibles au niveau de l'objectif, mais ça va être très important de garder cet espace ou safe pour votre team, comme ça vous êtes sûr que vos supports restent en vie, ou vous pour aller chercher justement la backline ennemie qui va se trouver du coup vers la flèche que j'ai mis un peu plus loin, où on a vraiment l'arrivée du spawn et ça vous permet de break la ligne de vue très facilement sur le top. C'est un point très complexe, mais malheureusement je peux pas vraiment en dire plus parce que c'est quelque chose qui va demander du temps et je pense qu'on verra beaucoup de compositions différentes sur cet endroit de la carte, surtout en fin de game. D'accord, ok. Après, c'est vrai que sur cette troisième partie de carte, on ferait que quand même l'entrée en fait de ce troisième point et le point final finalement sont assez proches. On voit beaucoup de gens qui utilisent des raccourcis sur la droite ou voilà. Finalement, c'est assez dur aussi à jouer parce qu'on peut se prendre aussi une pression assez facile, notamment des personnages un peu long range comme la Pharah aussi qui peut bien jouer, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où elle peut se cacher. Donc c'est vrai que ça reste très complexe. Ouais, je suis bien d'accord, surtout qu'en plus elle a vraiment un côté pour elle, hein, avec la zone proche du vide, etc. On a aussi un côté pour tout ce qui va être flanqueur très close sur la gauche, et donc du coup on a vraiment cette possibilité d'avoir tellement de possibilités que c'est très dur de setup une backline forte ici. Donc là on risque de voir beaucoup plus des deep dive et des backlines très en retrait. D'accord. Bon, bah, écoute, tu l'as testé toi, Suri, la carte en ranked ou en partie rapide qu'est-ce que t'en as pensé toi? Il va falloir te démute, Suri. Tu es encore muté. Alors pour l'instant, ranked, je n'ai pas pu faire énormément de matchs dessus, mais je l'ai bien. Enfin, j'ai essayé de la travailler au maximum en partie rapide, en arcade, et je dois dire que
comme le disait le Renégat, sur la toute fin de map, c'est celle qui me marque le plus. Oui. Parce qu'on peut vraiment utiliser énormément de personnages. Je me souviens, avec une Pharah, ça pouvait passer. On peut arriver à passer par contourner un petit peu l'ennemi, à passer par les hauteurs et claquer un ult, par exemple, qui fait limite un team kill lorsque le convoi arrive à la fin. On peut aussi utiliser cette Widow, comme l'a dit le Renégat, avec beaucoup d'angles de vue et qui met énormément de pression sur la défense, ce qui fait que ça devient difficile de défendre sur ce troisième point. Et ça balance un petit peu le fait que le spawn soit assez proche. D'accord, très bien. Et donc, c'est vrai que comme tu le disais, cette dernière partie-là, elle est assez marquante. Moi, quand je l'avais joué, j'avais l'impression de me faire soit rouler dessus, soit j'avais à snowball l'équipe. En général, on ne se stoppait jamais au milieu de ce point-là. Et toi, Wisher, est-ce que tu as l'occasion d'y jouer? Qu'est-ce qui t'a marqué sur la map? L'esthétique, peut-être? Ou tu es vraiment aussi resté sur de la stratégie pure? Alors, personnellement, j'ai pas eu énormément d'occasion de la jouer. J'ai pas pu encore la jouer en ranked sur le serveur live à l'heure actuelle. Mais de ce que j'ai pu retenir quand je l'avais testé sur le PTR, c'est tout simplement l'aspect très différent des 3 sections de la carte. Avec un premier point, avec plein de petits high ground qui ont chacun leur avantage pour l'équipe D'accord. en défense. La deuxième partie avec de très longues lignes de vue. Et la troisième partie où justement c'est beaucoup plus éclectique au niveau des D'accord. styles possibles, avec plein de routes possibles, que ce soit pour des flanqueurs ou pour des personnages un peu plus aériens comme Pharah ou Winston et Diva. D'accord, donc la place pour des personnages plutôt aériens. D'accord, donc ça c'était un petit peu notre première image. On a fait un point, mais tu avais raison de le souligner, le Renégat, c'est quand même la map qui va arriver. Et on risque peut-être aussi, je ne sais pas, de l'avoir sur les Contenders. Après, ça dépendra peut-être du patch aussi. Donc, on ne la verra pas encore pendant les semaines à venir sur l'Overwatch League. Par contre, sur les Contenders, on risque de les voir évoluer. D'ailleurs, en parlant des Contenders, j'ai oublié de vous mentionner, mais on va se rattraper tout de suite, que la question du soir qu'on vous soumet, c'est est-ce que Eagle Gaming est capable de remporter les Contenders? Je vous rappelle, Eagle Gaming, la structure française 100% francophone, est-elle capable d'aller chercher ces Contenders? On les a vus sur d'autres tournois comme l'Overwatch League un petit peu déjoués. Est-ce que maintenant, sur cet événement majeur qui arrive en Europe, est-ce qu'ils seront capables de les remporter face à des équipes qui ont montré aussi un énorme niveau? La discussion que tu vous poses et qu'on se posera ensuite quand on discutera des Contenders. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse Eagle Gaming et on aura l'occasion de revenir dessus. N'hésitez pas également à réagir dans le chat sur cette question. Voilà, donc on a fait les Eagles, on a parlé de l'image du jour du Renégat, on va parler maintenant de ton image à toi, Suri. C'était avec l'équipe Seoul Dynasty, je crois. Oui, effectivement, c'était sur le match Seoul Dynasty face au Dallas Fuel et notamment la première carte, Anamura. Je voulais revenir un petit peu sur l'attaque des Seoul Dynasty qui m'a paru vraiment d'une très grande intelligence, on va dire. Le premier point, c'est généralement une porte en fait. C'est cette porte qui parfois est complètement close. On n'arrive pas à passer au-delà, on ne trouve pas de solution. Les Seoul Dynasty, par contre, vont arriver, vont attaquer de manière très agressive les Dallas Fuel. Ils vont les placer justement un petit peu plus proche de leur spawn initial, et ils vont orienter le fight de façon à être proche du point et même sur le point par la suite, et forcer les Dallas Fuel à venir le récupérer, reprendre le point littéralement. Et c'est là où Fleta, avec sa Widow, réalise 2 kills qui vont sceller un petit peu le sort de ce point A. Un kill sur AKM, puis un kill aussi sur le Zenyatta adverse. Et c'est le premier point qui tombe. Justement, les Dallas Fuel vont tenter de venir un petit peu défendre, de gagner du temps pour essayer de contester un petit peu ce point A. Le souci avec ça, c'est que directement derrière, Dynasty récupère les contestataires et vont capturer le point A tout en allant snowball l'équipe des Dallas Fuel. Ça va entraîner une capture assez éclair de la part des Seoul Dynasty sur le point B, et justement, les Dallas Fuel vont tenter la même chose de leur côté dans leur phase d'attaque, et malheureusement, Seoul Dynasty aura prévu le coup. Ils n'iront pas contester le point A et pourront attendre tranquillement les Dallas Fuel sur le point B et justement leur faire perdre 2 minutes de time bank. 2 minutes de time bank, ouais. Donc c'est vrai que c'était une attaque assez impressionnante, notamment avec Fleta aussi, qui fait, comme tu l'as dit, qui fait un gros travail sur la Widowmaker. Et c'est vrai que, est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que tu as pu voir le clip, le Renégat, ou pas? Est-ce que ta connexion était trop mauvaise? T'en as pensé quoi du coup de cette attaque de Séoul? Très agressive quand même. Je pense qu'il fallait s'y attendre, le play Widow sur Anamura de la part de Dallas Fuel, et Dallas Fuel a du coup joué une backlane donc du coup
très loin, très loin pour éviter de se faire dive directement dessus. Et c'est pas ce que voulait Dynasty. Dynasty voulait jouer du coup vraiment sur l'espace que leur a laissé Dallas, parce que du coup il leur laissait beaucoup d'espace pour le faire. Et c'est limite même trop, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont fait ce genre de choses avec la Widow, etc. sur le top gauche du P1 en tout cas. Et la plupart du temps on arrivait quand même à au moins la contest pour... Elle jouait son rôle, parce que même si elle faisait pas de headshot, etc., elle occupait au moins la frontline ennemie. Et là c'est même pas le cas, c'est à dire qu'on se retrouve vraiment dans une situation où ils ont complètement la zone free, et donc du coup quelqu'un comme Fleta qui est free, ça finit avec ce genre de choses. Ouais, ça fait mal, ça fait mal Fleta qui joue avec cette Widowmaker, Fleta qui peut jouer différents personnages. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur les choix de cette équipe Seoul Dynasty qui est en pleine bourre, en tout cas sur ce début de stage 2. On avait également l'image de Wisher. Cette fois-ci, on t'avait squeezé au premier numéro, et ben cette fois-ci, voilà, tu pourras avoir ton image, l'image du jour qui a marqué Wisher donc sur ce début en tout cas peut-être de stage 2, voilà, et c'était entre Dallas Fuel et Los Angeles Gladiators. Alors oui, donc c'est une attaque de Dallas Fuel contre les Los Angeles Gladiators, alors que l'équipe est en time bunk, donc que les deux équipes ont marqué les 3 précédents checkpoints. Donc moi je trouve que c'était tout simplement un très beau place d'équipe de la part des Dallas Fuel et une très bonne illustration du même game qui se joue lors d'un duel entre Reinhardt. Donc tout d'abord, on peut noter que Fissure dispose de son ulti, le choc sismique, tandis que XQC ne l'a pas, mais est tout proche de l'avoir. Donc XQC va jouer très bien là-dessus, il va feinter qu'il a son cadet dans sa manière de se déplacer, il va jouer très aggro, il va sauter un peu partout, il va retirer son shield et s'approcher de Fissure au fur et à mesure, et Fissure tombe dans le panneau, il garde son bouclier en permanence au cas où XQC décide de cadet, et c'est tout simplement ce qu'attendait XQC, il va charge in pour faire tomber le bouclier de Fissure avec un shield de Zarya. Suite à cela, full focus de Fissure par l'ensemble des Dallas Fuel. Fissure tombe. Les Los Angeles Gladiators sont complètement split, d'un côté dans l'hôtel et de l'autre dans le choke point derrière le point. Et c'est tout simplement un full wipe du côté des Dallas Fuel qui n'ont plus qu'à dérouler avec une autodestruction, un KD de la part d'XQC juste derrière et un graviton de la part d'AKM. C'est un point capturé de manière très propre de la part des Dallas Fuel. Ouais, c'est ça, hein. Cette fois-ci, XQC qui a, on va dire, plutôt bien joué le coup, on va dire, et XQC qui avait plutôt été pointé du doigt, donc c'est vrai que là, ils font une bonne différence. Qu'est-ce que tu penses d'XQC, toi, le renégat, sur cette action, et en général, justement, ce qu'il est quand même pas mal justement critiqué sur ses performances? Ouais, je pense c'est malheureusement un joueur qui est très regardé, donc du coup qui est évidemment très, comme tu disais, pointé du doigt dès qu'il y a des écarts ou ce genre de choses. Je pense pas qu'il soit dans l'underperf au niveau de l'Overwatch League, techniquement, c'est-à-dire qu'il a quand même largement sa place. Sur l'action, là, je pense que c'est plus une erreur de Fissure quand même, mais c'est quand même God tier de ce qu'on a au niveau de la synergie, parce que c'est des cooldowns qui sont lâchés comme ça avec l'utilisation de la charge, avec directement l'utilisation de la bulle, etc. Réactivement, parce que normalement en tant que Reinhardt, surtout Fissure qui a son KD aussi, il devrait être aussi dans un mindset où il essaie de le setup, où il essaie de trouver une occasion. Donc normalement il devrait être à fond en train de regarder XQC et savoir ses mouvements. Et là il s'est fait pin sans counter charge, sans essayer de KD avant, parce que techniquement s'il le voit arriver, il a le temps même de KD l'équipe entière avant que XQC le touche. Après c'est une question de réaction, et à ce level là c'est pas facile. Mais donc du coup c'est vraiment un très bon play parce que c'est un peu fallait le tenter, mais c'est un très bon play. Ouais, il faut le dire quand même, hein. D'ailleurs je pense que même l'équipe s'y attendait pas à ce niveau là, parce qu'on lance directement pas mal d'ultimate par la suite. C'est vraiment un fight qui paraît très confus, parce que l'ouverture elle-même elle est pas attendue de la part ni du côté des Gladiators, ni du côté de la backline des Fuel. Bref, mais au niveau discuté en général, je pense que il est vraiment beaucoup plus fort sur des personnages plus statiques comme ça. Sarissa, on n'en parle pas souvent, mais Sarissa est vraiment très bonne. Il fait souvent des entrées piques et des choses sympas avec son clic droit, son alt. Et son Reinhardt est très très bon aussi. Je pense que j'ai plus de réserves sur son Winston. Je pense qu'on en parlera un peu plus après. Oui, on parce qu'on n'a pas parlé des Dallas Fuel, mais c'est ça. Tu vois, je dirais que la performance sur Reinhardt. Ouais, donc comme tu disais, on va revenir sur Winston, désolé de te couper, mais on reviendra sur Winston comme tu le disais, qui peut-être là, tu as peut-être plus d'hésitation justement ou de réserve sur le personnage. Voilà, donc ça c'était les trois images du jour. Juste pour terminer, on va passer rapidement sur mon image du jour, qui était le report de Taimu sur le client du jeu. Alors,
encore en fait pour des propos apparemment donc contre la communauté, on va dire homosexuelle. Donc il s'est fait report, donc apparemment c'est un joueur en fait, hein, c'est pas comme XQC qui avait eu des soucis justement en live parce qu'il avait justement tenu des insultes en live directement. Là c'était plus ça vient directement du client Blizzard, donc un joueur qui aurait report en fait donc Taimu parce qu'il aurait tenu des propos injurieux. Et donc apparemment le problème aurait été réglé hein, du côté de l'Overwatch League, enfin d'Overwatch tout simplement parce que c'est passé par là. Donc, voilà. Donc l'affaire devrait être entendue normalement. Mais voilà, encore on parle de Dallas Fuel, encore Dallas Fuel est dans le giron d'Overwatch, enfin en tout cas des journalistes également. Comme tu le disais, le Renégat XQC est regardé, mais comme toute l'équipe finalement de Dallas Fuel hein, qui est regardée parce que c'est une équipe qui est populaire. Suri, on parle encore de Dallas, ça commence à faire beaucoup quoi. Et oui, on parle beaucoup de Dallas, mais en même temps, c'est comme tu l'as dit, c'est une équipe très populaire qui déchaîne un peu les passions. On a beaucoup d'histoires qui se passent autour de cette équipe. On a beaucoup d'interrogations aussi, de savoir comment XQC se comporte après ses frasques, comment il joue d'autres personnages qu'on ne connaîtrait pas, ou même, eh bien, Taimu, comment il gère le déplacement sur un rôle de main tank. C'est énormément de questions qui s'accumulent un petit peu autour de cette équipe des Dallas Fuel. Ouais, c'est encore une fois malheureusement, ça doit pas être facile à gérer le renégat quand tu as des joueurs comme ça qui sont autant sous la pression médiatique comme ça. Après, bon, tu es pas dans leur tête et t'as pas encore eu la chance de manager une équipe comme ça. Mais déjà, avoir autant de joueurs et puis des joueurs comme ça qui se font marteler, ça doit pas être facile à gérer. Non, il faut gérer la motivation et à mon avis, c'est vrai que ça doit pas être facile. Ils ont quand même un très gros staff, je pense que Oui. ça doit pouvoir se gérer. Et c'est d'ailleurs pour ça du coup que c'est encore plus montré du doigt quand on sait qu'on a un très gros staff là-dessus avec des coachs qui vont vraiment taper de ce que vous faites avec des contrats, etc. Donc bah oui, on est très regardé, mais on est aussi techniquement quand même mis un peu sous tutelle au niveau du staff et normalement c'est des choses qui quand même ne devraient pas arriver. Alors c'est des gens qui voilà, c'est le jeu vidéo, c'est quelque chose comme beaucoup le disaient, c'est quelque chose qui a toujours existé au niveau des LAN, etc. Ce qu'on appelle le trash talk ou des insultes comme ça qu'on ne pense pas forcément vraiment, mais parce que le jeu peut être frustrant et d'ailleurs pour des joueurs comme ça je pense que c'est souvent très frustrant que ce soit sur des ranked ou des choses comme ça va souvent être très frustrant de la façon qu'on a de jouer dessus par rapport à eux ce qu'ils peuvent avoir comme pression mentalement, etc. Mais justement c'est ce qu'on attend de joueurs comme ça, c'est d'être capable de tenir sur n'importe quelle pression au quotidien, parce que ça reste quand même justement les produits de l'équipe, ça reste l'image qu'on a dessus. Je pense que le staff devrait pouvoir gérer ça, de mon point de vue, et que après je crois que le truc de Taimu était quelque chose qui était arrivé il y a quand même assez longtemps, si je me gourre pas. Ouais, moi j'ai vu cet article qui était ressorti Oui, c'était le 4 mars là. C'était le 4 la mars. punition date d'il y a très peu de temps, parce que Blizzard a mis beaucoup de temps à réagir. D'accord. Mais je crois que ce qui s'était passé pour Taimu était quelque chose qui était remonté il y a quand même assez longtemps, parce que j'en avais déjà entendu parler il y a un moment. Enfin bref, mais pour dire que oui, c'est quelque chose, en tout cas ça doit cesser pour sûr pour Dallas Fuel, parce que si ça devient quelque chose qui ça fait mal. arrive comme ça d'un stage à l'autre, ils risquent, parce qu'ils avaient quand même une très grosse fanbase, on risque de perdre beaucoup d'estime au niveau des joueurs, sachant qu'en plus les résultats sont pas forcément les plus attendus. Ça risque de s'effriter finalement au fur et à mesure. Donc à voir maintenant pour Dallas, affaire à suivre. Est-ce qu'ils seront capables encore de rester un petit peu plus calme? En tout cas, on semblait dans Retour discuté qu'il avait retenu la leçon, en tout cas pour lui. Donc on espère que justement l'équipe, elle, retiendra aussi cette leçon et que Taimu passera à autre chose. Voilà, c'était nos images du jour. Maintenant, et donc d'Overwatch, et il s'est passé des choses, notamment sur le PTR, et je vais laisser Wisher en parler. Et oui, après un tease assez intensif de la part de Blizzard, Brigitte est arrivée sur le PTR mercredi dernier. Donc Brigitte, c'est la fille de Torbjorn, mais aussi l'écuyère et la filleule de Reinhardt, avec un design et un gameplay clairement inspirés des deux. Donc elle possède une attaque de base, un coup de fléau, avec une portée assez faible qui tape en zone dans toutes les cibles devant elle, dans un petit cône. Elle dispose également d'un bouclier personnel, à peine plus grand que elle et plus large qu'elle. Mais ce bouclier sert aussi à effectuer des shield bash. Donc le shield bash, qu'est-ce que c'est? C'est un court dash lorsque le bouclier est activé qui permet de stun toutes les cibles qui sont touchées par ce dash.
Elle dispose aussi d'un coup de fouet, un peu comme un grappin d'Eurodog, sauf que au lieu d'attirer la cible touchée vers Brigitte, ce coup de fouet va repousser la cible assez loin d'ailleurs, à une très longue distance, un peu comme un bouc de Lucio. Brigitte, c'est donc un support, elle dispose donc d'un heal à très longue distance de 150 points de vie instantanés qui vont over-heal la cible avec un peu d'armure. L'armure, comme vous le savez, c'est des points de vie particuliers qui absorbent 5 points de dégâts par projectile subi. Donc Brigitte, c'est un personnage support, mais très tanky, inspiré donc, de Reinhardt principalement. Elle nécessite qu'on la joue très paquet avec le reste de son équipe pour que ce soit réellement efficace, que ce soit par l'aspect heal en zone et par l'ulti. L'ulti est donc ralliement qui, lorsqu'il est activé, va donner de l'armure sur le temps à tous les coéquipiers qui se trouvent autour de Brigitte pour un maximum de 400 points d'armure et 150 au maximum en cumulé. Cette armure, elle est un peu particulière parce qu'elle est persistante, c'est-à-dire qu'elle reste sur le personnage tant que celle-ci n'a pas été retirée par des dégâts. Donc Brigitte, on le voit très bien dans son design, c'est un personnage qui a été conçu pour de l'anti-dive via des cancels de jump, des stuns instantanés au corps à corps. Donc le renégat, je vais me tourner vers toi. Comment est-ce que tu trouves ce personnage et comment, selon toi, elle pourrait s'insérer dans la méta avec éventuellement des synergies intéressantes ou des situations plus avantageuses que d'autres? Il y a énormément de choses à dire sur Brigitte. Alors je m'accorde un tout petit temps sur pour savoir par où commencer. Vas-y. Exactement. Temps de réflexion, c'est important. Voilà. Oui, ah oui. Par On va où dire de commencer conneries quand même. Mais Je t'as pense commencé comme à tu travailler. disais que oui, j'ai déjà commencé évidemment à bosser dessus, etc. Alors, aller sur le PTR et on devait finir les trials, donc c'est pas forcément. J'ai bossé dessus beaucoup théoriquement. J'ai encore D'accord. beaucoup de choses à tester et ça se fera dans cette semaine, j'espère, sur tout ce que j'ai à faire dessus. Mais de ce qu'il en ressort par rapport à ce que j'ai entendu, c'est un perso c'est pas si facile que ça de le faire fonctionner, c'est sûr. Mais bon, le but, en tout cas, si on veut le faire fonctionner, comme tu l'as dit, c'est vraiment de changer une méta trade Ivy sur quelque chose de beaucoup plus, pas forcément tanky, mais en tout cas qui bouge moins. On veut vraiment, parce qu'actuellement, en fait, dans une méta dive, ce qui est vraiment bien, c'est cette notion de timing sur la mobilité. On peut vraiment bouger, on peut changer de game style comme on veut. Toutes les 6 secondes, à chaque fois que ton Winston jump, on peut décider de soit revenir dans sa backline, soit engager plus fort, soit contest, etc. etc. C'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire avec des compos qui sont plus lentes. Mais par contre, avec les compos plus lentes, on peut tenir plus facilement une position unique. Et Brigitte, du coup, elle a cette possibilité-là. Et ce qui va être très important, c'est de savoir si Brigitte a le potentiel de le faire sans rajouter trop de babysit à côté. C'est-à-dire que pour l'instant, les seuls compos qui ont vraiment marché chez Brigitte, c'est-à-dire des main compos qu'on peut jouer à peu près partout, si vous voulez la jouer dans vos compos, c'est vraiment avec plusieurs supports à 3. Et vraiment à 3 supports parce qu'elle a vraiment ce rôle un petit peu très versatile de faire à peu près tout. À la fois se mettre en front lane comme en back lane et de support comme d'off-tank et DPS un petit peu à l'occasion comme elle le veut. Donc c'est vraiment là-dessus que ça rend le personnage très compliqué à dire parce que je pense que s'il est sorti, il pourrait être sorti comme un peu une tracer dans des notions vraiment différentes selon le joueur qui la joue. On pourra vraiment avoir des joueurs qui vont jouer beaucoup off-tank ou des joueurs qui vont jouer beaucoup support. Et ça va dépendre aussi du coup de la composition qu'on a en face. J'ai peur que le personnage soit très fort au départ parce que les joueurs ne sauront pas jouer forcément contre et qu'on ait du coup des tracers qui lui tombent dessus, etc. et qu'elle va complètement wipe, etc. Et qu'après elle se fasse très hard counter parce qu'elle a des gros hard counter qui sont en plus pas forcément très crédibles. Par exemple, Doomfist la hard counter beaucoup alors que c'est un flanqueur. Techniquement, Brigitte est vraiment le support anti-flank dont on avait besoin. Et pourtant, on sent que Blizzard a voulu garder quand même la notion du Doomfist qui peut au moins faire ça parce que malheureusement, en termes de pick rate, Doomfist il est pas au beau fixe. Et donc, on perd un petit peu au niveau de cette crédibilité-là de l'anti-flank. Donc, c'est un personnage qui est finalement qui fait beaucoup de choses, mais qui est très moyen un peu partout en fait. Pour donner un avis général sans trop. Donc voilà, c'est le David Douillet de l'Overwatch, donc c'est très bon, enfin c'est bon partout, mais excellent nulle part. Voilà, c'est vraiment le. Aussi, c'est ce que disaient certaines personnes, mais des personnes trouvaient ça bien. J'entendais dire que c'était un paladin. Enfin, des gens ils comparaient ça au paladin de World of Warcraft où il tankait pas. Enfin, c'était pas vraiment un vrai tank, mais c'était pas non plus un vrai DPS.
c'est un peu un style hybride. Je n'ai pas joué à World of Warcraft, donc j'ai peut-être offensé des gens mais, en disant cette phrase, mais c'est ce qu'on disait, c'était vraiment le personnage hybride. Et finalement, ça ne satisfait personne à aucun poste, en fait, le renégat, ce que tu dis là. Finalement, d'avoir un personnage un petit peu bon partout. Bah, le perso a un énorme skill cap, ce qui veut dire que le perso, quel qu'il soit au niveau du joueur, va forcément prendre du temps à l'apprendre et ensuite, au niveau des analystes et des coachs, il va falloir prendre du temps aussi pour l'intégrer à l'intérieur. Je pense que si on veut se rapprocher de quelque chose qui existe déjà beaucoup, qui a été tenté, euh, en fait ce personnage-là aurait pu être justement ce qu'aurait pu être Doomfist aussi, parce que Doomfist a aussi cette notion de cooldown, parce que c'est des cooldowns très courts, Oui. avec la possibilité du coup de pile facilement pour une position ou une backlane, et donc du coup la possibilité de knockdown ou knockback les joueurs avec beaucoup de contrôle au niveau de ses habilités. Donc on avait vraiment ça. C'est quelque chose qui a déjà été tenté. Je crois que Spitfire l'avait tenté pendant la pré-saison, par exemple sur certaines 2CP. C'est-à-dire qu'il jouait vraiment le Doomfist dans la backlane ou loin mais près à touche que du coup il utilisait un flanqueur s'attaquer à sa backline dès qu'un des tanks essayait de créer de l'espace dessus. Et du coup il faisait du punir comme ça. Je pense que Brigade pourrait être joué comme ça très rapidement. Après pour faire plus, parce qu'il y aura sûrement plus à faire, il va falloir beaucoup de temps parce que on croirait pas, le perso paraît très. Alors, je pense que le perso paraît difficile à jouer, je pense, mais personnellement je trouve très facile de prise en main. On peut vraiment l'optimiser beaucoup. Et il y a beaucoup d'optimisation à faire, ne serait-ce que sur plein de choses. D'accord, donc optimiser, d'accord. C'est si vous peut-être s'imaginer que pour optimiser, il faut réussir à savoir dans quel bon ordre il faut mettre les spells pour avoir ensuite optimisé les cooldowns, etc. Donc en effet, il reste des choses à faire sur le personnage. Wisher, tu as eu l'occasion de tester le personnage. Tu avais notamment travaillé sur le Watch Actu de vendredi dernier, de jeudi dernier, de mémoire. Si je vais pas dire de bêtises. Mais est-ce que tu as vraiment travaillé sur, tu as vu le personnage, tu as eu l'occasion de le tester in-game, qu'est-ce que tu en as pensé du perso? Alors, donc c'était vendredi. Et oui, j'ai eu l'occasion de le tester un peu. J'ai pas travaillé le personnage à outrance dans des scrims ou quoi que ce soit. Mais j'ai pu le tester un peu en partie, enfin pas en partie rapide, un petit peu en partie rapide, mais plus en 6v6, donc c'est-à-dire Ouais, oui, d'accord. Mais de ce que j'ai vu, donc sur sur des streams, sur des vidéos et de mon expérience personnelle avec la prise en main du personnage, c'est comme tu l'as dit, c'est très facile de prise en main. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le personnage est noté 1 étoile en difficulté sur le site d'Overwatch. C'est très facile de prise en main, mais effectivement à faire fonctionner, étant donné que le personnage a une range assez faible pour être réellement efficace, mis à part avec le coup de fouet qui en lui-même est déjà un skill très skillé à mettre en place. Donc oui, pour être maîtrisé à la perfection et être vraiment optimal dans une composition d'équipe, ça va être très compliqué et à mon avis ce sera très très situationnel de voir Brigitte en partie compétitive. D'accord, donc pour l'instant il faudra du temps pour le mettre en place. Tu voulais réagir à ce qu'il venait de dire, le renégat? Je pense qu'en partie compétitive, ça va être, comme tu disais, au niveau du 1 étoile, etc. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont la sortir très rapidement. Et comme je te disais, au début, ça va vraiment être fort parce que les joueurs vont pas être adaptés à jouer contre rapidement. C'est-à-dire que les joueurs vont se retrouver dans des positions où en fait avant ils ne pouvaient pas se faire punir parce qu'on jouait contre des supports qui n'étaient pas si forts que ça pour les contrôles. Et là ils vont se faire contrôle et punir directement. Donc je pense qu'il y a moyen. Vraiment, si vous êtes un joueur de Brigitte, vous avez moyen de la sortir très rapidement en ranked et vous allez vraiment monter très rapidement. Après, par contre, vous risquez de tomber contre des gens qui donc du coup vont plus se faire avoir 2 fois par les mêmes tricks. À niveau plus haut, à vraiment plus haut niveau, le plus gros problème qu'on a au niveau de Brigitte, ça va être le fait que même si elle est dans une compo où elle est très utile, c'est-à-dire que on peut pas l'atteindre parce que les joueurs en face se prendraient trop de pression du knockback, etc. Oui. Une fois qu'elle a sa backline sécurisée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le plus gros problème parce que Brigitte, elle a finalement une range qui est très petite, pas tant que ça, et elle envoie un E qui, certes, envoie 150 toutes les 4 secondes si je me gourre pas, mais c'est quand même très peu par rapport à ce qu'on pourrait avoir par exemple d'un Zenyatta sur le derrière. Donc alors, on va me dire, bah, alors on prend le Zenyatta et la Brigitte, sauf que là du coup on perd aussi quelque chose d'autre au niveau du sustain ou alors de la vitesse, etc. Donc que ce soit un Lucio ou une Moira ou une Mercy, en fait, actuellement au niveau de la méta support qui est pourtant l'une des plus équilibrées qu'on a eu, Brigitte risque d'avoir vraiment du mal à se placer. C'est pour ça qu'on la joue en triple en fait. C'est parce que les 2 autres supports ont déjà des rôles très bien définis, très bien optimisés en équipe, qui fonctionnent très bien, que ce soit la Discord ou le boost de vitesse, c'est des choses qui fonctionnent
très bien pour coordonner l'équipe facilement. Mhm. Et là, on a Brigitte au milieu qui est un peu hybride, comme tu disais, en David Douillet. Ouais. Et c'est pour ça. Donc, en ranked, ça va se jouer, Ouais. pour résumer. À niveau pro, ça va être déjà situationnel forcément au débat. On va devoir chercher des maps closes et on risque fortement qu'elle se fasse hard counter et que du coup la composition elle-même soit hard counter par des compositions qui sont finalement pas si différentes des méta qu'on a actuellement. Donc du coup, pas de changement de méta impressionnant D'accord. en tout cas. Ouais, donc le temps qu'elle arrive, finalement, il y a, quand on y pense sur le planning, on a finalement assez peu de chances de l'avoir arrivé sur l'Overwatch League, quoi. Parce que vu qu'elle va mettre beaucoup de temps, si on en pense aux anciens personnages comme Sombra qui a mis plus de 6 mois à devenir un personnage utilisable, enfin utilisable ou joué par les joueurs sur des parties compétitives. C'est vrai que peut-être que Brigitte, on risque de pas forcément l'avoir tout de suite. Peut-être sur la fin des Contenders, peut-être ou sur la deuxième saison des Contenders, mais rien n'est moins sûr. Comme tu disais également Wisher, ça va mettre du temps à mettre en place ce personnage. Merci Wisher pour ton intervention en tout cas sur ce personnage, Brigitte Lingdom, du coup la fille de Torbjorn. Et on va passer maintenant au récap de votre avis sur qui est le chan de discussion, de débat qui est proposé par Overtime chaque semaine. Et nous recevons évidemment Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, tu vas nous parler de Moira. Sur un petit peu, on allait parler de Brigitte, mais Brigitte est sortie juste avant. Du coup, on a décidé de partir plutôt sur Moira. Tout à fait. Cette semaine, nous revenons sur votre avis sur numéro 7, qui date du 21 février dernier. Celui-ci vous permettait, avec un peu de recul, de vous exprimer au sujet du potentiel et de l'impact de Moira au sein des différentes compositions. L'impact de Moira dans vos parties et sa place dans la méta selon vous. Pour plusieurs d'entre vous, Moira a un grand impact en jeu. C'est un héros qui est très fort dans son rôle de support grâce notamment à sa mobilité, ainsi qu'à ses capacités à tenir tête à d'éventuels flanqueurs. Concernant sa place dans la méta, certains d'entre vous jugent le pic de ce personnage incontournable dans les parties compétitives. Et ce, d'une part, pour les raisons citées plus tôt, sa mobilité et sa résistance aux flanqueurs, mais aussi et surtout pour son skill cap que vous avez jugé plutôt faible, rendant le personnage puissant, même dans les mains d'un néophyte. Par contre, vous pensez que Moira est et sera bien moins présente dans les matchs de niveau semi-professionnel et professionnel. En effet, vous jugez que la composition Dive a encore de beaux jours devant elle et que le kit de Moira la rend plus pertinente dans une composition tank, ce qui rend le pic de ce personnage plutôt situationnel. Cela s'est confirmé dès le début de la seconde phase de l'Overwatch League ou encore lors des Contenders Trial en Corée, où les supports phares avec le plus haut pick rate restent encore et toujours Zenyatta, Mercy et Lucio. Je termine avec quelques ajustements qui vous semblent nécessaires à savoir une amélioration de la visibilité lors du lancement de l'ultime de Moira, la coalescence jugée trop violente et trop confuse et qui peut entraîner des baisses de framerate sur les ordinateurs moins puissants et qui serait peut-être un petit peu trop rapidement. Du coup, de ton côté, le Renégat, que penses-tu de Moira? Quel est son degré de viabilité dans la méta actuelle? Et peut-on s'attendre un petit peu à voir son pick rate augmenter et à être moins situationnel dans les compétitions de haut niveau? Alors, au niveau du post et des réactions qu'il y avait eu, ça datait déjà du coup de quelques patchs, du coup maintenant, au niveau de Moira. Par rapport à la méta, du coup, avant le patch, là juste actuellement, c'est vrai qu'elle était très difficile à sortir. Parce que le plus gros problème en fait qu'on a avec Moira, c'est qu'elle donne énormément de sustain, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment la possibilité de rush in et de rester en vie très longtemps. Déjà, ses effets visuels sont extrêmement durs pour coordonner l'équipe, du coup, quand on a ça. Et ensuite, la plupart des autres supports qu'on avait comme Mercy ou Zen étaient vraiment beaucoup plus déjà optimisés au niveau de l'équipe et aussi beaucoup plus forts en général par leur versatilité et leur possibilité de coordination. Je veux dire, entre la possibilité de tenir quelqu'un plus longtemps en vie ou tuer quelqu'un d'autre plus rapidement, par exemple entre un Zen et une Moira, on va tendance à préférer tuer la personne plus rapidement parce qu'au moins elle charge pas son ulti sur soi et du coup on permet un snowball plus conséquent sur les phases suivantes. C'est quelque chose qui est vraiment plus important. C'est ce qui a fait, je pense, la plus grosse différence au niveau de Moira. Ensuite, et celle que ça tout le monde connaît au niveau du rank, etc., c'est que dans des compositions dive, on est souvent très split, par exemple. Et du coup, Moira était beaucoup plus jouée sur des compositions tanky parce qu'elle avait une range qui était très, très petite. Et on a toujours Diva qui est God tier encore aujourd'hui, qui absorbe tout simplement toute sa possibilité de heal à distance avec ses orbes qui donc du coup sont directement avalés. Ça c'était ce qu'on avait avant et c'est ce qui fait que du coup elle était très dépendante du level design. Il fallait forcément qu'on ait des fights qui soient très loin pour aller chercher des positions parce que sinon on se retrouvait à court de jus et dans des teamfights du coup juste où on se basait sur le sustain et le bon focus des joueurs. Donc c'est pour ça que les tanks c'était très bien avec. Aujourd'hui
On a Sombra qui est arrivé par exemple, et on a des gros changements au niveau du roster support. On a Lucio qui devient beaucoup moins utile Oui. qu'avant. On a des logiques de sustain du coup qui sont différentes. Le speed boost aussi va du coup descendre par rapport à ça. Et Moira est l'un des personnages les moins vulnérables aux hacks et aux EMP de Sombra. Donc on a la possibilité de voir non seulement des compositions tanky jouer contre ce genre de compos d'Ivy à la Sombra, etc. Mais encore en plus, on risque aussi de voir des dives avec de la Moira dedans, où on rush vraiment des positions sans backline, c'est-à-dire vraiment en deep dive. Et ça peut fonctionner, c'est assez cheesy. Et quand ça fonctionne, vous avez un énorme snowball parce que Moira, justement, elle charge son ultimate très rapidement. D'ailleurs, s'il y avait une seule chose que je changerais peut-être là-dessus, c'est peut-être son ultimate. Parce qu'elle a justement un. Il charge très vite, il est vraiment pas beau à voir. C'est-à-dire que quand vous êtes en game et qu'on vous met ça sur la tête en disant vas-y tape, On voit plus rien. c'était mieux à être un Reinhardt justement à pouvoir au moins faire clic gauche dans la mêlée que d'être justement un Macri qui va devoir viser sa cible parce que c'est pas facile. C'est compliqué aussi de l'avoir. Hein. C'est compliqué d'essayer de l'intercepter aussi parce qu'elle a en plus elle a un mouvement de speed, donc une augmentation aussi de déplacement. Plus elle récupère ses points de vie assez rapidement, donc c'est vrai que c'est compliqué à la tomber. C'est, on va dire, une Mercy mais 100% verticale en fait, qui ne vole pas. C'est déjà pas mal, on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu cette ulti aussi comme Mercy quand elle passe en ulti qui finalement régène et qui en plus peut se déplacer plus rapidement. À l'avantage finalement de d'autres supports comme Lucio. Enfin, comme surtout Zenyatta et Lucio Lucio c'est compréhensible parce que c'est son passif, il bénéficie, mais finalement c'est vrai que ces deux supports-là peuvent remonter leur point de vie. Moi j'avais une question aussi plus particulière sur Moira. Toi qui as joué au Contenders Trials, est-ce qu'elle était jouée cette Moira par les équipes ou est-ce elle restait vraiment situationnelle comme on a pu le voir en Corée? Parce que même en Corée elle était un tout petit peu sortie également, mais comme disait Martine et comme l'ont observé les gens d'Overturn, ça restait quand même assez situationnel. Est-ce que tu l'as vu plus quand même en Europe? Au début des comptes industriels, vu qu'on a eu une grosse période très tanky, Moira a été énormément prise. Après, les gens ont réfléchi sur parce qu'au départ, vu c'est un personnage qui est facile à très vite avoir une très grosse importance dans l'équipe. C'est-à-dire que vous l'avez dans votre équipe, elle va avoir un énorme impact. Elle a un kit très fort en fait, avec un ulti pourtant qui est plutôt faible. C'est ce qui fait c'est cette facilité qu'on a eu à la sortir au début des trials. Et après, la plupart des équipes sont reparties sur des compos plus d'Ivy, surtout même sur du King's Row, tu vois, ou des compos où on voit souvent de la tank, même à l'Overwatch League, comme on a pu le voir avec les Gladiators, etc. Et ben on est reparti beaucoup sur de la tank parce que on avait compris comment on fonctionnait contre du roster avec de la Moira, avec l'utilisation, il faut lui faire utiliser son fade pour pouvoir la focus, etc. Et que c'était plus très utile finalement de faire des longs fights, parce qu'ils sont longs les fights avec Moira, c'est surtout ça le problème, c'est très longs fights qui engendrent du coup des prises de position très confuses au niveau des équipes. Mais pourtant, je pense elle a continué à être jouée au niveau des trials, au niveau même de très bonnes équipes, sans problème. Et je pense qu'elle sera toujours jouée au Contenders par la suite. Oui, et même à des niveaux que je pense que même moi je m'attends pas à la voir beaucoup. Et je pense que je serais assez surpris, je la verrais plus que prévu. D'accord. Surtout avec Sombra. Donc pic situationnel, mais d'accord. Donc face à Sombra, pourquoi pas, en effet, le personnage qui va pouvoir peut-être éviter de se prendre des hacks par Sombra. Donc affaire à suivre. T'en penses quoi du coup, toi Suri, du personnage? Tu avais commenté également des games. Et puis c'est quand même un personnage, c'est pas très facile à voir, quand même pas très facile à comprendre quand il balance son ultimatum. On peut mettre des dégâts, mais en même temps heal, compliqué à caster et à commenter. Figura qui lance sa coalescence, c'est très difficile un petit peu de comprendre ce qui se passe au sein de la mêlée, mais c'est vrai qu'on la voit souvent utiliser son ulti de manière offensive, je dirais. C'est pour supporter plutôt un push, une offensive, plutôt que être utilisé en véritable défense ou peut-être popper comme une transcendance pour être utilisé un petit peu sans véritablement décider derrière. Moira, franchement, ce qui me marque avec elle, c'est sa survie, quoi. Avec son fade, elle réussit à te sortir de 1v1 catastrophique, alors que par exemple ça peut pardonner une erreur de positionnement, ça peut aussi la laisser en vie avec son vol de vie qui est extrêmement important. C'est très difficile de voir une Moira tomber, et c'est généralement quand déjà l'équipe est entamée à 1 ou 2 joueurs que la Moira finit par tomber derrière, si ce n'est qu'elle ne s'enfuit pas. Qu'elle ne s'enfuit pas. Ouais, donc après, voilà, pour l'ultime Moira, notamment, elle a été sortie un petit peu au Overwatch League, et on voit que le rayon notamment de l'ulti est un petit peu diminué aussi
Il est un peu plus lisible, on va dire, sur le mode spectateur de l'Overwatch League. On sait bien qu'il est unique et indépendant à l'Overwatch League. Voilà, donc affaire à suivre en tout cas pour le personnage qu'on risque peut-être de revoir ce week-end aux Contenders. Les Contenders, on y viendra juste après. Là, on va passer au trivia de la semaine, donc le trivia de la semaine, et on va parler des audiences, Wisher. Et oui, je vais vous parler des audiences de l'Overwatch League, donc on va parler plus particulièrement de stats publiées par le site The Esport Observer pendant la semaine du 19 au 25 février, c'est-à-dire la première semaine du stage 2 de l'Overwatch League. Donc, c'est des stats qui prennent en compte les viewers moyens sur Twitch avec des rediffusions non incluses, et on voit que pour l'Overwatch League, on est à 45% de viewers moyens en plus par rapport au LCS/NA, à savoir la compétition la plus regardée de League of Legends, un jeu quand même assez imposant dans l'e-sport. D'autant que l'Overwatch League, contrairement à LoL, n'en est qu'à ses débuts, avec de grosses perspectives d'évolution pour la suite. Seulement, c'est quelque chose d'un peu à relativiser, puisque seulement Twitch est pris en compte, sachant que LoL est aussi diffusé sur YouTube. On peut aussi prendre en compte la hype assez intense pour le démarrage de cette semaine 2 de l'Overwatch League, avec de gros match-up de prévus, notamment un remake de la finale des playoffs de la première étape avec New York contre Londres. Et ensuite, seuls les streams anglais ont été pris en compte, alors que l'Overwatch League est séparé en 3 langues, anglais, français et coréen, tandis que pour LoL, c'est un peu moins d'une dizaine de langues qui sont fournies sur Twitch, donc de quoi diviser encore plus les spectateurs selon ces différents streams. De plus, un compte à rebours de 60 minutes a été pris en compte pour les LCS/NA, sachant que le stream est lancé 1 heure avant le début des compétitions avec un compte à rebours, et cette période a été prise en compte dans les statistiques. Ah, d'accord. Du coup, je te pose la question, Suri, est-ce que selon toi, c'est vraiment bon signe pour la ligue, ou simplement de la poudre aux yeux balancée par The Esport Observer? Eh bien, The eSport Observer a justement donné une clarification sur ce sujet, et tu l'as précisé, c'était que les chiffres Twitch, et je pense que ça servait un petit peu à mettre en lumière un seul indice, c'est celui que l'Overwatch League étant pas forcément en train de réussir son pari complètement, mais elle est sur la bonne voie, les audiences sont là, et on le voit chaque soir sur le stream anglais. Avant, je voyais lors de la phase 1 du 90 000, du 100 000, et maintenant j'ai tendance à voir du 120 000, du 130 000. Donc, C'est vrai. il y a une curiosité de la part des spectateurs qui est notable, une tendance à la hausse, on va dire. Mais bien sûr, c'est pas encore suffisant pour aller combattre des piliers de l'e-sport comme le League of Tu Legends. as dit, sont pas forcément en train de réussir leur pari. Tu as été nuancé sur la réussite de leur pari. Pourquoi tu nuancerais ça pour le moment, en fait, je comprends. Parce que je préfère le nuancer, parce que ça fait quand même seulement, même pas, enfin, ça fait pas 2 phases qu'on est dans la compétition, donc j'attends de voir au moins sur toute la partie de saison régulière pour faire un bilan à la fin, tirer un premier bilan de cette saison régulière qui est la plus longue des phases de cette Overwatch League, et de voir comment la tendance se évolue au fil des phases, D'accord. si la tendance continue à la hausse ou si elle stagne ou descend. D'accord, mais le bilan reste quand même positif, on va dire, pour toi Ah oui. actuellement. Ah Ok. oui, ça, pleinement. Ouais, pleinement, donc ça reste intéressant. Toi, le renégat, je sais que tu essayes de suivre l'Overwatch League, mais en tant que commentateur, enfin en tant que commentateur peut-être plus tard, on ne sait pas, on verra. Non, mais en tant qu'analyste et coach, c'est pas forcément très intéressant de regarder l'Overwatch League. Enfin, ça reste intéressant parce que c'est spectaculaire et on peut s'en inspirer. Mais en tant que coach, c'est pas tout le temps viable de regarder l'Overwatch League. Ah, le plus gros problème, c'est évidemment les problèmes de patch Oui. qu'on a avec l'Overwatch League, et le fait que les équipes sont à un niveau en fait. Alors, je m'estimerais pas pouvoir parler du niveau même des équipes elles-mêmes, mais je sais évidemment qu'elles sont beaucoup plus fortes que nous, et que on a dans une logique d'optimisation elle-même de l'équipe qui est plus haute que ce qu'on peut avoir dans des équipes plus basses où on a déjà moins de joueurs et aussi moins de flexibilité. Donc ça peut être un gros problème dans des équipes où on a vraiment cette notion de l'équipe voit quelque chose au niveau de l'Overwatch League et veut directement le reproduire au niveau à son niveau, et n'a pas toutes les cartes en main en fait pour le faire. Et donc du coup il faut vraiment avoir cette notion d'analyse justement sur comment est-ce qu'on va adapter le game style d'une équipe par rapport à nous, sachant que l'équipe elle-même a beaucoup plus de staff et beaucoup plus de joueurs et d'optimisation pour
qui fait qu'on a quand même pas mal de diversité au niveau des compos, même si en début de patch par exemple, là ici on a eu pas mal de compos au départ qui ont été sortis, et là aujourd'hui on revient beaucoup sur des compos qui sont souvent assez miroirs. La compo des Dallas Fuel par exemple a été reprise par beaucoup de monde, etc. suite à leurs premiers résultats. Donc pour une scène qui est plus basse, il faut le prendre avec des pincettes, oui. Il faut évidemment la regarder, c'est important parce qu'il y a plein de choses qui sont montrées qui sont hyper bien, ne serait-ce qu'en termes de synergie, des choses qu'on ne pense pas, des mouvements et des positions qu'on ne pense pas. Mais il ne faut pas boire tout ce qu'on voit, c'est-à-dire vraiment ingurgiter absolument tout, surtout qu'il y a beaucoup de choses à voir en plus. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, c'est très bien que les joueurs, qu'au niveau de l'audience, comme tu disais, on ait pu garder cette hype là-dessus parce que j'avais peur que les spectateurs soient vraiment perdus sur une masse d'informations énorme qui aurait été très difficile à diluer. C'est ça reste compliqué. C'est vrai que même le mode spectateur, etc., qui filtre en soi aussi les informations regardées, pour éviter en effet de donner un énorme paquet sur tout ce qu'il faut, voir. Wisher, toi qui as préparé le sujet, t'en as pensé quoi finalement de ces chiffres? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Enfin, manipulation, ça serait fort, mais est-ce qu'on peut parler vraiment, on s'est arrangé pour mettre en avant des chiffres comme ça, ou c'est vraiment de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il y a eu un bon départ quand même de l'Overwatch League? Alors, c'est sûr qu'il y a eu un bon départ de l'Overwatch League, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Les chiffres sont là pour le prouver quand même. À peu près 150 000 de spectateurs 150 000 spectateurs en moyenne pour cette première semaine, malgré le fait que ce soit la première semaine du stage jeu, c'est quand même assez impressionnant. Mais après, je trouve que c'est peut-être un peu, je vais pas dire un manipulateur, mais un peu. Je pense que The Sport Observer a pas pris en compte certains facteurs pour mettre en avant le fait que l'Overwatch League ait dépassé les LCS et faire ainsi un petit coup de buzz. Je ne sais pas si c'est quelque chose de voulu ou simplement d'intentionnel en n'ayant pas pensé au fait qu'il y avait d'autres streams que le stream anglais sur Twitch. Mais dans tous les cas, même si l'Overwatch League n'est pas encore au niveau de gros mastodontes comme les LCS pour League of Legends, c'est quand même très bon signe pour la Ligue et justement une très bonne perspective pour l'avenir, puisque la Ligue va évoluer au fur et à mesure de ses saisons et de ses étapes. C'est ça, elle va évoluer. Et puis c'est ça aussi qui est intéressant, comme tu le dis juste sur cette fin-là, c'est les étapes qui permettent de redynamiser, parce que pendant une semaine, on va vraiment avoir une hype qui se refait à chaque fois avec des nouveaux documentaires et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme travail de storytelling qui vraiment à chaque fois, et pendant une semaine, on sent qu'ils veulent faire des activités, ils veulent faire plein de choses pour maintenir la hype finalement assez haute et pour reconstruire un petit peu derrière, pour repartir sur des bonnes bases. Voilà, donc ça c'est le trivia de la semaine. Merci Wisher du coup pour cette trivia, c'est intéressant de faire le point là-dessus au bout d'un stage et demi à peu près de l'Overwatch League. Et maintenant on va passer sur la scène e-sport, on en a déjà largement parlé, mais là on va se concentrer un petit peu sur la scène française et c'est Suri qui va nous en parler. Et oui, on va commencer par le français de ces 2 dernières semaines en Overwatch League. Vous le savez, il y a déjà certains joueurs et même des personnes dans le staff en Overwatch League qui sont français. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera AKM, notre français des 2 dernières semaines. Il est arrivé chez Dallas Fuel il y a très peu de temps, pour le début de la phase 2 notamment. Et justement, dès sa première il a été élu homme du match. Déjà, il y avait déjà quelques indices pour dire qu'AKM était bien adapté, bien intégré dans son équipe. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est que sur 16 cartes possibles, depuis le début de cette phase 2, il a été utilisé 13 fois. Donc sur 13 cartes, sur 16 possibles. Une utilisation qui est assez énorme, véritablement, et qui prouve que Dallas Fuel compte vraiment sur lui pour remonter l'équipe. Bien sûr, de son équipe, les autres 5 joueurs qui sont avec lui quand il joue le match, mais c'est déjà un très bon indicateur pour lui. Néanmoins, le plus essentiel, je pense, ce sont ses performances en jeu, outre les statistiques, bien sûr. AKM, avec Effect, combine parfaitement. Effect, généralement, va prendre plutôt une Tracer, et AKM, on va bien sûr le voir sur son Soldier qu'il aime tant, on va aussi le voir sur sa Pharah, avec ses rockets en direct hit qui fonctionnent à merveille, et c'est véritablement ça, c'est toute une symbiose de la part de l'équipe des Dallas Fuel qui se coordonne pour soutenir ce talent d'AKM. Et justement, je vais me tourner vers toi, le renégat. Je vais te demander est-ce que tu as eu le même sentiment
est-ce que tu as eu le même sentiment que moi? Est-ce qu'on peut dire qu'AKM est déjà complètement intégré dans ce roster des Dallas Fuel? Je pense que je pourrais même dire plus. Je dirais que Dallas Fuel s'est très bien intégré dans le jeu d'AKM. Parce que non, mais on est à un niveau, au niveau de du pocket et comment. Alors c'est un coup de maître au niveau de. Je vais parler un peu plus de Dallas Fuel lui-même au niveau de ce qu'ils ont pick, pourquoi ils ont pick AKM et pourquoi c'est vraiment un très bon pick. C'est que la compo qu'ils ont en utilisant AKM et en tournant du coup autour de la compo est très très forte sur ce qu'on a actuellement. On reste sur une logique du coup avec des backlines très fortes. Avec énormément de POC, la possibilité vraiment de faire beaucoup de dégâts sans avoir à bouger en attendant que les ennemis en face vous arrivent dessus. Et prendre AKM pour ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution et que c'était sur un coup de maître là-dessus. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec AKM qui a déjà un gameplay qui est proche d'une perfection au niveau de son soldier, etc. Et du coup, on n'a même pas essayé, on n'a même pas eu besoin de dire à AKM, écoute, il faut que tu t'adaptes à notre game style. L'équipe s'est dit, bah écoute, on va s'adapter à comment tu joues là-dessus, et ils ont vraiment créé quelque chose de totalement nouveau en partant de ça, et qui fonctionne plutôt bien, voire vraiment très bien. Quand c'est possible, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est une compo qu'on peut pas forcément sortir partout, et je pense qu'AKM l'avait déjà dit qu'il avait du coup des problèmes au niveau de son pick rate, de sa flexibilité, pardon, pour augmenter son pick rate et être capable d'être du coup en Overwatch League, et du coup d'être utilisé autant, comme tu l'as dit. Du coup, on l'a vu quelques fois quand il était en difficulté, switch sur des tracers ou des Genji, des persos qu'on n'avait pas forcément vu avant, quand il était chez Rogue, parce qu'il y avait d'autres joueurs sur ce rôle-là. Et donc, du coup, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que le joueur a pu improve là-dessus, qu'il a été pick, que l'équipe joue avec lui, et qu'il a absolument. Pour ma part, j'ai pas vu d'erreur au niveau d'AKM, au niveau de qui ont engendré des gros snowballs ou des grosses pertes. Après, j'ai pas vu tous les matchs de Dallas Fuel, je dois l'avouer. Mais oui, il s'intègre vraiment bien à l'Overwatch League. Est-ce que c'est pas trop, tu vois, de peut-être parfois est-ce que parfois on est trop on est trop là déjà, certains ont parlé du effect dépendant chez Dallas Fuel. Est-ce que là on est un petit peu on est en train de devenir du AKM dépendant chez Dallas Fuel également? Est-ce qu'on tourne pas trop autour de ces joueurs-là, et finalement une fois qu'on est tourné vraiment trop autour de ça, ben finalement on s'enferme un petit peu dans un style de jeu qui est connu finalement des autres? Je sais pas. C'est ce qui, oui, bah, le plus gros, je crois d'ailleurs, si on veut parler un petit peu de français aussi, ils ont joué contre les Valiant, si je me gourre pas, oui. Et je crois que ça s'est assez mal passé. 4-0, ils ont perdu 4-0, ouais. 4-0? Oui. Ah oui. Bah, je sais qu'ils avaient perdu des matchs contre eux. C'est ça, en fait, le match, les premières maps étaient un peu plus fermées, ça s'est vraiment ouvert, il y a vraiment eu de l'espace qui s'est créé sur les 2 dernières maps, on va dire. On sent qu'il y a eu, on n'était pas dans la tête des joueurs de Dallas, mais on sent qu'il y a eu un petit down quand même au niveau du mental sur les 2 dernières maps, où voilà, c'était une semaine qui était assez compliquée finalement pour Dallas. Voilà, donc ça c'était l'équipe de Dallas, là c'était notre focus sur AKM. AKM qui est au pays de l'oncle Sam. Mais nous, ce week-end, on avait un événement aussi en France, à Melun, c'était la Gaming Winterfest. Et oui, c'est une LAN qui devient très connue sur la scène française e-sport. Et forcément, qui dit LAN, un petit tournoi Overwatch avec 5 équipes notamment. On avait tout d'abord les Energies eSport, une équipe composée de grands noms quand même de la scène, avec So, Elshire, Ezel, W Serious, Yggdrasil ou encore Zabou. Et il y avait également Pixie qui était venu sub pour cette équipe. C'est une équipe qu'on connaît un peu plus sous le nom de Orcs Black, qui par le passé a réussi de très bonnes performances. Et on avait une autre équipe de renom, c'était les Manticore. Manticore qu'on connaît également sous le nom des Rocketo Puncho, mais aussi autrice de très bonnes performances en Open Division, notamment les Open Division Europe, avec un ratio de 7 victoires pour 3 défaites. Et pourquoi je dis très bon ratio, et notamment pour Energies aussi, c'est que Manticore et Energies avaient ce même ratio. Tous les deux ont réussi 7 victoires pour 3 défaites, et on avait quand même un niveau assez relevé. Également avec eux, nous avions 2 autres équipes, la Team Loco, l'équipe du groupe SNCF, dont le palmarès est encore à faire sur Overwatch, puisque c'est une équipe qui vient d'arriver, et l'équipe des Orcs Nemesis, l'équipe 100% féminine de la structure Orcs eSport. Et enfin, on avait une dernière équipe, qui n'est autre que Made in France, alias MIF. C'est une équipe nouvellement créée avec d'anciens grands noms de différentes équipes. On a Kenshi, on a MP, Celouge, Azurax, mais aussi Demilk.
tout ce beau monde a combattu vaillamment dans ce tournoi et le podium a tranché. Ce sont les Energy eSports qui se sont imposés et bien suivis bien sûr par les Manticore qui étaient en finale, malheureusement qui s'inclinent et qui seront deuxième avec en troisième position les MIF. Justement, on va parler un petit peu de ces LAN, de ces compétitions offline, notamment en France et de manière générale. Est-ce que c'est le meilleur témoin du niveau d'une équipe sur Overwatch à dimension e-sport, le Renega? C'est-à-dire le fait d'être justement sur un tournoi offline, c'est le meilleur moyen d'avoir une évaluation sur la performance d'une équipe, c'est ça que tu veux C'est ça. Est-ce que c'est le véritable révélateur? Le potentiel, finalement, oui. Je pense que ça prouve que au niveau des joueurs, il y a une gestion indépendante et de groupe qui peut être très forte lors des LAN parce que c'est vraiment pas facile en tant que joueur parce que les LAN, faut savoir que c'est de l'imprévu, du déplacement, de l'autonomie, beaucoup de choses et c'est quelque chose du coup qu'on a besoin et ça montre une certaine méthode de fonctionner et de vie qui est très important quand on est compétiteur là-dessus. On n'est pas justement simplement le joueur dans sa chambre ou des choses comme ça comme on a, vous savez, les fameux préjugés sur ce genre de choses et donc du coup c'est une expérience qui est hyper intéressante en termes de quand on veut se vendre en tant que joueur de dire on a de l'expérience au niveau LAN etc donc oui c'est une expérience qui est extrêmement formatrice. Après en termes d'évaluation le plus gros problème là-dessus c'est que les LAN étant chacune différentes et les problèmes que peuvent avoir les équipes peuvent elles aussi être très différentes, c'est très difficile de juger. On a eu cette habitude beaucoup, surtout en France d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très français au niveau de la LAN, etc. C'est beaucoup moins, il y en a beaucoup moins au niveau des autres pays. Maintenant que je suis en EU, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup la France pour ça. Ils disent qu'il y a beaucoup de LAN par rapport à leur pays. C'était quelque chose du coup qui permet d'évaluer, mais il faut vraiment avoir cette expérience sur longue durée. Je pense pas qu'on puisse évaluer la performance de l'équipe sur une LAN. Malheureusement, c'est quelque chose qui est fait très souvent et qui permet du coup d'avoir des deadlines vu que les organisations etc veulent avoir des deadlines sur les LAN parce que c'est là qu'on a de la visibilité. Donc ça évalue les joueurs en termes de visibilité c'est sûr, en termes de niveau réellement de l'équipe je pense pas que ça suffise, ça fait partie mais je pense pas que ça suffise. D'accord, donc ça reste donc finalement voilà c'est vrai que sur des deadlines qu'on se fixe c'est vrai que nous on se tourne beaucoup autour des LAN, on a vraiment un gros on tourne beaucoup autour de ça finalement ces LAN là. Toi tu avais fait la RGF notamment avec Manticore il y a maintenant on va dire ça va faire plus de 6 mois ça fait maintenant, un moment ça fait un moment tu l'avais fait cette LAN là avec Manticore. D'ailleurs Manticore, est-ce que c'était ta dernière équipe française avant de t'exporter en Europe? Entièrement française oui. En Europe j'ai toujours eu des équipes avec des Français dedans. Sauf maintenant du coup, mais jusqu'à présent j'avais toujours eu des joueurs français. Mais oui, Manticore du coup c'était ma dernière équipe entièrement française au niveau de la scène française tout simplement. D'accord, donc oui, ça remonte un petit peu, hein, ça remonte. On avait l'occasion d'ailleurs, on a eu l'occasion d'ailleurs de se croiser à cet événement. Voilà, donc la Gaming Winterfest qui s'est déroulée, on avait 5 équipes. Il y avait eu aussi quelques petits soucis. Hein. On avait justement eu Martine, que vous avez entendu tout à l'heure, qui était présent, qui a dû être content comme finalement de voir son équipe gagner le tournoi, mais il y avait eu aussi quelques petits soucis techniques et un retard quand même conséquent à la fin. Et Team Loco, c'est juste pour le préciser, Team Loco c'est une équipe en fait finalement de salariés qui n'a pas vraiment le temps de jouer. Donc le palmarès est à faire, mais finalement c'est des gens qui sont là plus pour vraiment jouer pour le plaisir et au-delà que vraiment gagner, ils sont juste là pour jouer et c'est des gens qui ont du mal justement à se rassembler parce que ils ont tous des horaires extrêmement différents. Voilà, ça c'était notre scène, notre chère scène française. Et maintenant, il y a quelque chose qui va se dérouler ce week-end, donc à partir de dimanche et de lundi. Ça va être pendant un mois, c'est les Contenders. Les Open Division sont terminés, les Contenders Trials ont terminé tout juste ce week-end. Et Wisher, les Contenders commencent tout juste fin de semaine. Et oui, les Contenders, en tout cas en Europe, commencent dès le 11 mars prochain, donc ce week-end, avec 12 équipes au programme, donc 6 équipes qui sortent tout droit des Contenders Trials, avec Orgless and Hungry, donc des anciens United avec d'anciens 1-2-3, avec quelques autres joueurs également, 6 Hope, composés également aussi d'anciens United, Hungry Titans, avec des joueurs comme Ludi ou Onigod qui ont déjà fait leurs preuves sur la scène, les Copenhagen Flames, les anciens Piece of Cake, donc No Frenchie, 4 pour être exact, Dridro, Marine Lord, Aiko et Shubs. Nous avons également Vats, Udisbun et Young and Beautiful, les anciens Kazer Littons. Du côté des équipes déjà qualifiées en Contenders, nous avions donc les Bazooka Puppies,
avec pas mal de joueurs, dont Forsaken, qui a déjà fait ses preuves, British Hurricane, l'équipe académique London Spitfire, avec des joueurs comme Fusions, Aficool ou encore Kib. Nous avons bien sûr Eagle Gaming, la structure entièrement francophone, composée d'anciens rogues comme Nox et Nico, ou encore d'anciens géos comme Pipou ou encore Hardest. Nous avons également Mosaic eSport, avec des joueurs comme Valutagia ou Chris Fair, qui étaient illustrés pendant la World Cup avec l'équipe du Royaume-Uni. Nous avons également les tenants du titre Giganti, avec un roster complètement renouvelé. Et nous avons pour finir Singularity, eux aussi composés d'un roster complètement renouvelé. Alors, au vu de ces nombreuses équipes, personnellement, je vois British Hurricane comme une réelle menace pour le titre de ces Overwatch Contenders, étant donné que c'est une équipe qui peut profiter un peu du statut de London Spitfire, avec peut-être des aides au niveau de l'infrastructure ou du staff, et également des joueurs très talentueux. Je pense particulièrement à Kib, qui m'avait pas mal impressionné il y a de ça quelques temps. Il y a également Eagle Gaming, l'équipe française avec des anciens rogues, avec un très gros potentiel, mais même si pour l'instant ils n'ont pas été au niveau auquel on les attendait, notamment pendant l'Overwatch Pit. Je pense aussi à Orgless Hungry et Angry Titans, les deux équipes qui ont donc Orgless Hungry qui a remporté l'Open Division et Angry Titans sont dauphins, deux équipes très solides avec des joueurs qu'on connaît bien qui sont très menaçantes. Du coup, le Renégat, je sais que tu as participé aux Contenders Trials avec ton équipe, tu as pu affronter certaines de ces équipes, et tout simplement, est-ce que tu verrais une équipe s'illustrer particulièrement face aux autres lors de ces Overwatch Contenders? J'ai été impressionné par Orgless and Hungry au niveau de leurs prestations, même au niveau des joueurs, il y avait vraiment des très bons joueurs. Shax, par exemple, qui m'a vraiment impressionné, qui genre s'il a une bonne comment expliquer ça? Une bonne formation, on va dire, c'est-à-dire qu'il s'il arrive à vraiment prendre des bonnes habitudes au niveau des synergies de son équipe, pourrait vraiment devenir très très fort, et l'équipe du coup sera encore meilleure, et il y a moyen qu'il nous fasse des belles surprises. Copenhagen Flames, évidemment, pas juste parce que il y a des Français intérieurs, mais vraiment parce que ils ont le mérite d'avoir fait un taf assez impressionnant sur leur façon de bosser, etc. Sachant qu'en plus alors là maintenant ils sont pick-up par l'organisation, mais avant c'était vraiment à la sueur de leur front. Ils ont bossé ensemble. Il y a Poppy Fresh dedans qui est très bon aussi. Il y a des joueurs qui sont arrivés sur la scène très récemment, comme Dridro, qui a fait beaucoup parler de lui évidemment, mais qui finalement est assez récent, donc on pourrait se dire que c'est pas des gens qui vont forcément s'implanter rapidement. Et pourtant, et je pense vraiment qu'on va voir des choses très intéressantes de leur part. Ça c'est du côté des trials. Du côté, parce que j'ai stream aussi un petit peu avec des équipes qui sont déjà aux Contenders, Oui. ils sont toujours au niveau de la scène EU aussi. J'ai pas pu voir extrêmement ce qu'a pu faire Eagle, donc je pourrais pas vraiment me prononcer sur leur comment expliquer ça. capacité Oui, parce que le problème avec Eagle, c'est qu'ils sont tellement et qu'ils ont Ouais. tellement de possibilités, et moi j'en verrais plein de possibilités de faire des choses. À mon avis, en interne, il doit y avoir plein de choses qui sont testées, donc du coup, je vais pas extrapoler sur là-dessus. Pour le reste, British Hurricane est une équipe qui. Il faut avoir peur, je pense, de British Hurricane. Et Mosaic eSport aussi. On n'en a pas parlé trop là, mais Mosaic eSport a la possibilité de passer par-dessus British pour sûr. D'accord, carrément. Oui, c'est une équipe qui paye pas de mine comme ça, mais qui a des très très grosses réactivités lors des teamfights, etc. J'ai été assez impressionné là-dessus. Voilà. D'accord. Et Copenhagen Flame, du coup, c'est quand même aussi pas mal de Français Marine Land, ancien professionnel de StarCraft 2. Il y aura aussi Dridro, on sait, hein, le frère de Trauma qui avait rincé le ladder la saison dernière, également avec ses Smurfs et tout ça. Copenhagen Flame, ils ont réussi à trouver une organisation. Est-ce que Dridro, justement, ça peut être aussi un sujet intéressant. Est-ce que, je sais pas si tu as l'occasion de le voir sur d'autres pics que Merci, parce que finalement beaucoup de gens l'avaient critiqué sur ce personnage-là. Est-ce que tu l'as vu évoluer, Dridro, et est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller chercher quand même une performance quand même si on va dire il n'a pas son pic de prédilection, son main? Alors,
premièrement, son main, je pense qu'il pourra le jouer sans problème dans beaucoup de matchs. D'accord. Je pense. Après, tout dépend de comment est-ce qu'ils vont s'orienter, mais je pense. Et oui, je l'ai beaucoup vu. Je pense qu'il s'entraîne beaucoup sur les autres persos à côté. C'est pas une mince affaire, que ça peut leur porter préjudice, vraiment. D'accord. Je vais pas dire qu'il est mauvais sur ses autres pics, mais évidemment, par rapport à son pic de Mercy, c'est quand même un autre niveau. Si je devais donner peut-être une faiblesse, ce serait peut-être sur son Lucio, je pense. Je sais D'accord. pas exactement qui fait la communication au niveau de la backline chez eux ou comment ça se passe. Mais voilà, si je devais juger le gameplay, je pense qu'il a un peu de mal sur le Lucio. Et si on doit le voir du coup sur des pics forcés au niveau du Lucio, ce qui devrait pas arriver tant que ça vu la méta qui se profile, mais bon, on pourrait avoir du mal. Au niveau. Point Flame pourrait avoir du mal dans la backline D'accord. suite à ce genre de choses. D'accord, donc voilà, à voir si, comme tu le disais, si peut-être la backline, une affaire à suivre côté Copenhagen Flame. On a eu du coup on a notre Stropole également que vous avez répondu tout au long de l'émission. Donc le Stropole, donc est-ce que les Eagle Gaming peuvent-ils remporter du coup les Overwatch Contenders? Donc vous avez répondu oui à 60%, non à 27% et sans avis à 13%. Merci d'avoir participé. Suri, si tu as voté quoi, toi, pour Eagle Gaming? Eh bien, j'aurais voté sans avis. Oh, Parce que, ça m'étonne pas de toi. eh bien oui, je suis partisan d'attendre de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner, parce que les Eagle Gaming, on les a vus, certes, à l'Overwatch Pit, Oui. mais c'est véritablement la seule compétition extérieure, d'un point de vue extérieur, qu'on a pu voir d'eux. Effectivement, eh bien, les autres équipes des Contenders, ou même toi, le Renégat, pas forcément dans ce cas précis, mais par les scrims, il est possible de voir un petit peu plus de niveau des Eagle Gaming, mais de manière extérieure, pour nous, ce n'est pas possible. On ne sait pas encore exactement ce qu'Eagle Gaming nous réserve pour les Contenders. Après, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le gagner. Ça, moi, j'ai très, très envie de croire à l'épopée Eagle Gaming en Contenders, et je serai derrière eux pour peut-être qu'ils arrivent jusqu'à la victoire. C'est ça, on verra. Et du coup, est-ce que tu es contre l'avis de Suri, Wisher? Est-ce que toi, tu penses vraiment que les Eagle Gaming vont gagner ou toi, tu es convaincu que finalement, ils finiront peut-être deuxième, troisième, ou ce sera peut-être la Bérésina? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas très d'accord avec l'avis de Suri parce que Ah. tout simplement la question c'était pas est-ce que les Eagles vont gagner, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Oui, ça. Et clairement, selon moi, ils ont clairement le potentiel de le faire. Ils ont des joueurs très talentueux en leur sein. Oui. Malheureusement, je pense que c'est à l'heure actuelle le problème qu'on a pu observer lors de l'Overwatch Pit avec Eagle Gaming, c'était plus au niveau du staff et du nombre assez imposant de joueurs qu'il y a dans la structure. 12 joueurs pour un seul coach, ça me semble assez insoutenable. Enfin, ça doit être assez difficile de la part de Moonel pour coordonner tout ça de manière efficace. Donc, est-ce que Eagle Gaming peut gagner les Contenders? Oui, je pense qu'ils peuvent clairement le faire. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ont les ressources pour pouvoir mettre tout ça en place? Je ne sais pas et je pencherais plutôt du côté du non. Donc plutôt du côté du non, d'accord. Donc chez les votants, les partisans de... Non, peut-être ça risque d'être compliqué. Après, nouvelle de dernière minute qui s'est déclenchée dans la soirée, c'est que Fefe, du coup, vous connaissez notamment au cast de l'Overwatch League, et du coup est devenu assistant coach pour l'équipe des Eagle Gaming. Ils en cherchaient depuis un moment, je pense, des coachs. Il faut rappeler que Fefe, c'est quelqu'un aussi qu'on connaît en tant que commentateur, qu'il a été sur ESL aussi, mais il a été aussi coach. Donc il faut savoir qu'il est coach déjà dans un milieu de sport de haut niveau. Il est coach des équipes jeunes de l'équipe de France de basket, ce qui n'est pas rien déjà. Et là, il va rejoindre l'équipe. Il a déjà été coach de Dose, donc une équipe qui avait participé aux Open Division, mais malheureusement qui n'avait pas réussi à se qualifier. Et il avait également coaché les Isporati. Les Isporati, je crois qu'ils avaient réussi à atteindre les playoffs des Open Division saison 0. Alors, ça veut dire ça remonte à la même époque que la RGF avec le Renégat. Ça remonte au début, avant l'été dernier. Donc, c'était quand même aussi quelqu'un qui a de l'expérience. Est-ce que le Renégat, tu l'as déjà croisé, toi, peut-être en scrim ou J'ai déjà croisé Dose, oui. J'ai pas pu parler avec Fefe. Je l'ai vu évidemment dans les cases des... Oui, des ops. Ouais. Oui. Donc, non, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est une personne que je connais pas, comme lui, sûrement me connaît pas. Oui. Voilà. Le problème, c'est qu'en tant que coach, c'est vrai qu'on se parle pas tant que ça, finalement. D'accord. On est beaucoup avec les joueurs. Parce que finalement, on recrute pas vraiment on va pas recruter un coach en tant que coach la plupart du temps, à moins d'être dans des grosses structures, là, justement, Eagle Gaming, où on peut avoir plusieurs personnes au niveau du staff, et je pense que ça va leur faire du bien d'ailleurs.
Ouais. Je suis sûr et certain. Et donc du coup, parce que je savais pas, mais donc du coup ça changerait beaucoup. Je pense ils ont avec un staff supplémentaire là-dessus, les possibilités de gagner l'Overwatch League. Je pense personnellement. Je le dis D'accord. maintenant que je sais ça. C'est oui. Ça remet beaucoup en cause quand même voilà, la capacité Ah oui. d'encadrer. C'est ça, Parce que ça devait être ouais, impossible à. Enfin, à gérer. je sais pas non plus pour Brunel, mais personnellement, j'ai 6 joueurs, c'est déjà un Beaucoup. taf. Oui, Mhm. c'est déjà énormément de taf. 12, sachant qu'en plus, il y a tous les problèmes qui se mettent en place avec les notions de gestion de roster en fonction des maps et du game style de C'est ça. l'équipe. C'est pas juste de l'adaptation, on est vraiment sur de l'opti au maximum au niveau de switch de joueurs. C'est très dur. Et si en plus on n'a pas l'expérience pour, c'est très très dur. Oui, c'est ça. C'est pas En trop de plus, deux. ouais, on n'est pas trop de deux. Et puis même pour les joueurs c'est des joueurs quand même qui n'ont jamais été remplaçants dans des équipes, on va dire. Donc ça doit être pas facile aussi quand même, enfin, de te dire bon bah je serai remplaçant ou je serai second couteau dans une équipe. Après c'est peut-être la volonté aussi de switcher, de changer un petit peu aussi au fur et à mesure. Mais finalement c'est vrai que c'est un apprentissage pour tout le monde. Voilà, merci Wisher. Et je vous rappelle voilà, que les Contenders auront lieu ce week-end et qui auront lieu pendant presque 2 mois, voilà, avec en plus les playoffs qui arriveront derrière. Donc ça va vraiment être aussi intéressant parce qu'il y a aussi cette idée qu'on n'a pas ça c'est aussi une question que je te poserai, le Renégat. Qu'est-ce que tu penses de ce système de up and down, tu vois, de possibilité de descendre et de monter justement dans ces Overwatch Contenders? Ça rajoute un petit peu de piquant, non, quand même. Beaucoup de gens étaient assez pour comment Blizzard a géré. Je pense que je suis moi aussi assez réticent sur comment Blizzard a géré la visibilité et le marketing au niveau de comment est-ce qu'ils ont vendu le projet là-dessus, que ce soit l'Overwatch League ou même toute cette notion de scène à côté, surtout quand on sait que l'Europe a été pas mis de côté, mais quand même a eu beaucoup moins en termes de pourcentage d'audience et de visibilité que la plupart le reste. Donc ça là-dessus, je suis assez réticent là-dessus. Après sur le système en lui-même, je trouve que c'est une très bonne avancée et que c'est vraiment intéressant au niveau de l'e-sport et que c'est quelque chose qui, je pense, est bien et doit rester là-dessus. Ça donne vraiment cette notion. Le rythme, par contre, c'est à voir parce que ça, je le connais pas encore et je sais pas comment au niveau des équipes, ça va être vivable, etc. en termes de rythme. Par rapport aux Open Division qui se succèdent ensuite avec les trials, etc. Ça va peut-être faire beaucoup, c'est à voir. Et pour le système, par contre, c'est un grand oui. Un grand oui, alors pour le système des Contenders. Voilà, donc ça c'était nos Contenders. On va passer au dernier chapitre de notre émission, c'était sur l'Overwatch League, forcément. Et avant de passer au sujet de la semaine, on va avoir un petit récap qui nous a été préparé par Suri. Et oui, ces 2 dernières semaines ont décidément été très agitées. Il y avait de nouveaux enjeux, de nouvelles méta et de nouvelles têtes. Les cartes ont clairement été rebattues. Hakem, bien sûr, on en a parlé, a fait ses débuts avec brio du côté des Dallas Fuel. Mais on avait aussi les Outlaws qui ont très bien capitalisé sur la dynamique des playoffs de la phase 1. Ils ont réussi à capitaliser en remportant 2 victoires dans la première semaine, puis une 3e victoire dans la 2e semaine, avant malheureusement de filer un peu les ailes face au Philadelphia Fusion en perdant 3-2. Malheureusement, il faut bien une fin à tout. Mais nous avions aussi les Excelsior qui continuent leur règne sur le classement avec une différence de cartes gagnée perdue de plus 30. C'est quand même un certain nombre. Et ceci malgré une défaite serrée face aux Spitfire en milieu de première semaine. On a également les Shanghai Dragons qui sont un peu dans la tourmente. Ils n'ont toujours pas de gagné de match dans cette Overwatch League et les remplaçants sont actuellement bloqués par des soucis administratifs. Tout ce qui est visa américain, c'est difficile à obtenir et il semblerait qu'il ne pourrait arriver que fin mars. Pour l'instant, les Shanghai Dragons sont un petit peu en crise. Des hauts et donc des bas, un petit peu des satisfactions, des doutes. Bref, j'ai envie de dire que l'Overwatch League a encore démontré son lot de rebondissement. C'est ça, des lots de rebondissement. Et un lot de rebondissement qu'on avait envie d'aborder, en tout cas ce soir, c'était les Seoul Dynasty, donc le réveil, on va dire, du géant asiatique. Et pour ça, on vous a préparé une petite vidéo sur le sujet que je vous laisse regarder. Le réveil du géant coréen. Seoul Dynasty remonte en selle après la déception du Stage 1. L'équipe emmenée par Yu Jeong n'avait pas réussi à aller aux playoffs. Classée 5e derrière Valiant, l'équipe a terminé sa première étape de l'OWL avec une défaite 3-0 face au LA
et une victoire à l'arraché contre San Francisco 3-2. Mais ce nouveau stage a montré un début positif pour l'équipe de Séoul. Seule équipe invaincue du stage 2, elle est logiquement en tête de celle-ci, et au classement général, Séoul est deuxième juste derrière New York qui a une victoire de plus mais un map average bien supérieur. Mais alors, pourquoi ce début réussi pour l'équipe de Séoul Dynasty? Sur ces 10 premières rencontres, l'équipe en a perdu 3 contre London, New York et Valiant. Pour le début du stage 2, Séoul a relancé sa saison avec une victoire face à la seule équipe occidentale l'ayant battue, LA Valiant 4-0, l'affront a été lavé par les Coréens. Cette équipe garde aujourd'hui un style de jeu très agressif basé en général sur la diva et le Winston, style qui a traversé les méta même si on peut penser que cette composition était désuète. Les joueurs de Séoul, aussi nombreux soient-ils, gardent la même mentalité. Le nerf de Mercy et Junkrat a relancé l'équipe avec un retour du Lucio dans les parties. Connaissant la qualité de jeu de Toby sur le personnage, il trouve plus de facilité à donner le tempo d'une équipe qui semble garder la rapidité et la précision en point d'orgue. Séoul s'est armé de 12 joueurs au début de la saison. Une question m'avait traversé l'esprit lors du stage 1, pourquoi avoir autant de joueurs si c'est pour rester sur des compositions similaires? Dans une interview donnée par Cookie, le tank numéro 2 de Séoul, sur le site cyberesport.com, le journaliste Wilson Xu rajoute à son article une image, une analyse de Rainforce, le spécialiste suédois de l'Overwatch League. Il avait donné son avis sur les compositions possibles de l'équipe de Séoul et rajoutait des informations sur le style de jeu qu'allait adopter l'équipe en fonction des joueurs sélectionnés. Par exemple, dans cette même interview, on comprend qu'avec Miro et son skill individuel, l'équipe va jouer dans sa forme la plus agressive avec un Winston allant chercher tout de suite les DPS et les healers. Cookie reconnaît l'analyse de Rainforce sur le fait qu'il joue un Winston plus lent, focalisé sur la mise en échec de la ligne avant pour forcer celle-ci à faire des erreurs comme engager trop tôt ou trop tard dans le combat. Nous aurions pu parler aussi des 2 tracers de l'équipe, Bunny et Munchkin, qui eux aussi ne remplissent pas le même rôle. Bunny est agressif et peut facilement jouer en solitaire à la manière de Soon, alors que Munchkin peut être plus versatile sur le choix des personnages en cours de partie et joue face à des compositions plus lentes. Voilà des variables parfois compliquées à voir à l'écran, mais qui montrent aussi toute la stratégie des équipes et la prise en compte des capacités de chaque joueur. A voir maintenant si Séoul sera capable, avec cette nouvelle méta, d'aller chercher ces 2 rivales qui l'avaient battu au stage 1, New York et Londres. Séoul les retrouvera lors de la semaine 4 qui s'annonce difficile pour la ville asiatique. C'était la vidéo qu'on vous avait concoctée pour Séoul Dynasty, cette équipe qui a très bien commencé comme il a été expliqué, qui a très bien commencé ce stage 2. Le Renégat, qu'est-ce que tu en penses justement de cette équipe? Et là, on aborde plusieurs sujets dans la vidéo, notamment la méta qui a changé. Et est-ce que tu penses que toi qui as suivi, je pense, évidemment, tu regardes aussi beaucoup la scène coréenne et tu as regardé l'équipe Lunatica qui avait amené la composition Dive. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce retour du Lucio? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre à Séoul Dynasty de s'élever, on va dire, par rapport aux autres équipes coréennes? Je pense que... Oh, contre les autres équipes coréennes. Parce que finalement c'est elle, parce que bon, ils ont C'est battu vrai. Valiant, 4-0, donc ça, on va dire que ça c'est fait. Ils doivent battre finalement les 2 équipes qui les ont battus au stage 1, et les 2 équipes, c'est bien les 2 équipes coréennes, c'est London et New York. J'ai peur de dire que c'est pas assez, parce que personnellement, ce qui m'a fait prendre en compte la force de Séoul par rapport par exemple à Valiant, sur le match Valiant par exemple, c'était très 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 fort, parce que c'était aussi, je crois que c'était le match d'ouverture, c'était le premier en plus. C'est l'un Oui, des c'est premiers ça. matchs de ce Stage 2, donc du coup sur cette nouvelle méta, l'adaptation de Séoul a été beaucoup plus rapide que Valiant au niveau des compos, et il y a eu des erreurs qui pourraient même paraître assez grossières au niveau de l'Overwatch League qui ont été faites sur Valiant sur les premiers matchs, parce qu'à mon avis là, on a eu une possibilité au niveau de Séoul de vraiment improve plus rapidement, et donc je pense que ça c'est quelque chose du coup qui vient du fait qu'on ait un staff et des joueurs coréens et la possibilité du coup de monter rapidement des compositions et des game styles très précis. Ils sont beaucoup mieux adaptés. Je pense que le 4-0 n'y est pas pour rien là-dessus. Par la suite, par rapport à d'autres équipes coréennes, du coup, le coup est passé, c'est-à-dire que les premières semaines sont passées, on a vu les compos, on a vu comment est-ce que ça se jouait. La dernière fois, Séoul avait justement battu de l'aile sur la fin à cause de ça. D'accord. Ils peuvent refaire exactement je pense qu'ils peuvent refaire exactement la même erreur, donc il n'y a rien de gagné par rapport à ça, et je pense même qu'ils sont quand même toujours encore un peu en dessous par rapport à ce que j'ai pu voir. Les London Spitfire ont beaucoup moins d'avance qu'avant, pour Ouais. sûr. Excelsior reste quand même extrêmement fort sur leur plupart, ne serait-ce qu'au niveau individuel.
Séoul a tendance à perdre par exemple des King of the Hill ou des maps de genre qui sont très peu level design dependent, qui sont beaucoup par rapport au skill, la communication, la coordination, etc. Et on voit ils ont encore du mal. Donc, non, c'est pas gagné. D'accord, c'est pas gagné. Donc, ça ne suffira peut-être pas. C'est Sur, ça. est-ce que tu as un autre avis là-dessus? Là, tu ne peux pas te cacher. Ils ont joué 2 matchs, donc tu es obligé de donner un avis sur Seoul. Tu peux pas juste dire wait and see. Tu vois, là, va falloir se positionner. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec le renégat ou pas? Eh bien, cette fois-ci, je vais te donner un avis. Je vais te donner un avis. Attention, Enfin, préparez-vous. C'est vrai que les Seoul Dynasty, ils avaient fait peur en fin de phase 1. Et j'ai été le premier à être là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Au début de la phase 1, ils étaient parfaits. Ça marchait très bien. Et là, c'est l'effondrement. Là, pour ce début de phase 2, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment revenus, qu'ils ont retrouvé cette maîtrise. Peut-être pas la même exactement qu'ils avaient au début de la phase 1. Parce que forcément, les autres équipes ont aussi eu le temps de travailler des stratégies face à ces joueurs. Mais il faut avouer quand même que les Seoul Dynasty sont revenus. Ils ont repris un petit peu du poil de la bête. Et les 2 victoires sont un peu une confirmation de ce retour en force. On va voir sur les prochaines semaines, bien sûr. Mais moi, je serais plutôt positif vis-à-vis des Seoul Dynasty. Donc voilà, un avenir plus radieux que le renégat, d'accord, très bien. Tu te positionnes contre un coach européen. Ben, écoute, à tes risques et périls, voilà. Et écoute, voilà, au moins, voilà, on a ton avis sur Séoul et Wisher. Toi, justement, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Séoul qui, finalement, on attend encore, justement, est-ce que ça va durer? C'est ça la question. Bah, personnellement, je me placerais plus du côté de Suri sur le coup. D'accord. Juste, simplement, il y a le fait pour moi qui change tout, c'est le retour de Lucio. Toby sur Lucio, c'est juste une différence colossale. Ouais. C'est ce mec est juste un génie du perso et un génie au niveau des shot calls qu'il fait. Et il l'a dit lui-même lors d'une interview. Avec Lucio, c'est beaucoup plus simple de percevoir l'état du jeu. En tout cas, c'est comme ça que lui il ressent. Et je pense juste que Toby sur Lucio, ça fait une différence colossale. Et c'est l'une des raisons principales pour le retour en force de l'équipe. D'accord. Est-ce que ça va continuer de cette façon? Je ne dirais pas que Séoul va dominer complètement les échanges lors de cette deuxième étape, mais à mon avis, ils seront beaucoup plus présents que lors de la première. Je les verrai bien deuxième au niveau du classement, juste derrière Excelsior. Je les vois battre Spitfire, mais pas Excelsior. Pour les équipes occidentales, contre Outlaws, je sais pas, ça risque d'être compliqué, mais il y a moyen de moyenner à mon avis. Il y a moyen de voilà. Qu'est-ce que tu en penses justement, le renégat? On a Suri, enfin surtout Wisher qui dit que voilà, Toby c'est vraiment la différence. Non, Toi, tu penses que c'est pas suffisant? sur cette partie. En fait, justement, comme je disais, on est sur une méta en fait que Séoul aime de toute façon au niveau de leur game style, la façon dont ils jouent, même au niveau de leur backline, ils sont assez connus pour leur backline d'ailleurs avec Ryujong et Toby côte à côte. Donc évidemment que vu que la méta a beaucoup changé au niveau du support et qu'elle continue d'ailleurs de le faire dans les prochains stages, c'est sûr que l'équipe du coup va avoir des grands changements, ce qui pourra lui permettre du coup de remonter. Et c'est ce qui s'est passé du coup sur les premières semaines. Ce que je veux dire par là, c'est plus précisément, c'est que c'est pas gagné parce qu'on change au niveau du support là-dessus, parce que même si la backline redevient extrêmement présente sur un style de jeu qu'ils connaissent mieux, ça veut dire aussi du coup que les autres équipes qui d'ailleurs jouaient aussi contre eux à l'époque, même avant l'Overwatch League, ce sont des joueurs qui se connaissent déjà d'avant, jouaient aussi contre cette même backline il y a déjà un moment, et que même si ces synergies restent et reviennent, du coup avec un Toby et avec des très bons calls, etc., on risque du coup de tomber sur non plus un improve, mais justement un retour aux sources. Et un retour aux sources, ça veut pas dire du coup être capable de continuer son chemin, c'est plus repartir sur des bases qu'on connaît. Et ça fonctionne, c'est sûr, de toute façon ça s'est montré sur les matchs qu'ils ont fait. À savoir si ça va continuer à fonctionner, c'est là-dessus que je suis plus sceptique. C'est sûr qu'il vaut mieux s'en sortir avec une backline de ce genre. D'accord, donc c'est parce que tu dis que ça a été... les adversaires finalement ont travaillé et retravaillé finalement face à une composition comme ça. Voilà, donc c'est vrai, les Séoul Dynasty, donc c'est plutôt optimiste, on va dire, pour Suri et Wisher, et le renégat, lui, on va dire, est un petit peu plus sceptique, voilà, sur, voilà, si on ne fait pas du neuf, ben,
finalement, on est un peu grillé, on sait à quoi s'attendre. Voilà, on touche à la fin de notre émission, notre numéro 2 de Nanomag. Voilà. Merci, je voudrais remercier déjà nos 2 chroniqueurs. Merci Suri d'avoir participé, d'avoir donné ce petit avis sur la fin qui a fait plaisir, analysé. Voilà, donc merci d'avoir participé à l'émission. Merci à toi, Tao, c'était un plaisir. C'est vrai que là, sur ta vie, bon, j'ai pas été aussi exhaustif que Wisher, mais... Non, mais c'était intéressant quand même de donner ton positionnement là-dessus, et puis aussi de donner tes réserves qui sont aussi pertinentes, et tu les expliques à chaque fois, et ça c'est intéressant. Merci Wisher également de nous avoir préparé tout ça, et puis on attend les Contenders. Bah oui, j'attends de voir avec impatience tout ce qui va se passer ce week-end. Le début des Contenders s'annonce vraiment passionnant. C'est ça. Alors pour info, si vous le savez, on n'a pas encore d'informations précises et officielles sur s'il y aura un cast français ou pas, mais vous serez tenu au courant de toute manière très rapidement. Voilà. On tenait aussi à remercier les partenaires, Overturn, Casternest, évidemment Watchlab qui nous a accueillis. On remercie également Rivenzi qui était à la réalisation de ce Nanomag. Pour terminer, voilà, je voulais te remercier déjà le Renégat d'avoir été présent à cette émission. Ça t'a plu? Ça allait? Ah oui, c'est plutôt moi qui vous remercie. Non, mais c'était très intéressant. Ça m'a permis aussi de rebosser sur des choses parce qu'on venait de sortir. Du coup, moi, je sors d'une grosse phase de rush sur les dernières semaines pour perdre. D'accord. En plus, superbe. Pas facile. Exactement. Donc, du coup, ça me permet de relancer la machine, on va dire. Donc, c'était très enrichissant, vraiment. Plus qu'on peut le croire. Pas juste de l'application à juste dire ce qu'on pense, mais vraiment avoir une réflexion plus poussée. Même sur la scène française par exemple, que j'ai plus trop le temps de m'intéresser, etc. C'est par exemple la Gamer Winterfest avec des LAN françaises, etc. C'est des questions que du coup on se pose plus quand on est au niveau EU. On pense juste à monter toujours plus haut parce qu'on voit l'Overwatch League et on a des étoiles plein les yeux. Mais je trouve ça extrêmement intéressant au niveau de la scène française d'avoir ce genre d'émissions et de rétrospectives sur les semaines passées dans l'e-sport. Bah écoute, merci beaucoup. Je vous remercie aussi d'avoir tous participé à cette émission. Il y a des nouveautés qui vont arriver de toute manière aussi. N'hésitez pas à faire des retours également sur cette émission. Avant de se quitter, finalement, on termine aussi avec l'interview, le Team Kill. Voilà 6 questions et il faut répondre avec un seul mot, le Renégat. Donc tu n'auras pas le choix, juste un mot pour répondre un mot par question. Voilà, en réponse. Alors, juste première question, ton héros préféré? Sombra. Sombra, le héros que tu détestes le plus? Torbjorn. Torbjorn, en plus, Torbjorn. Voilà, Sophie arrive, donc prépare-toi. Un mot pour qualifier les Contenders qui arrivent. EU. Contenders EU. Ah, supérieur à NA. Heureusement, je t'ai pas laissé 3 mots parce que sinon t'aurais dit ça. Est-ce que un mot pour te qualifier, toi, le Renégat? Perfectionniste. Perfectionniste. Ton joueur Overwatch League que tu préfères, que tu apprécies le plus? Miro. Le mot de la fin? Merci. Merci à toi, merci. Merci. C'est simple, mais c'est simple et concis. Je t'ai demandé un mot, tu m'as répondu, c'est parfait. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour le numéro 3 de Nanomag. Restez connectés et à dans 2 semaines. Salut tout le monde.